Parfait. Donc, bonjour, Madame Caroline Saint-Hilaire. Bonjour. Bienvenue à Vidange. Merci. Merci beaucoup. Je suis accompagné de mes collègues qui sont nombreux aujourd'hui. Donc, Gaspard Daigle, Gabriel Goyet, Alizé, Cassivy Vermette et puis moi-même, Alex Champagne. Nous sommes enchantés de vous recevoir en studio. Merci de l'invitation. Donc, aujourd'hui, on vous recevait en raison de la campagne électorale provinciale qui n'a pas officiellement débuté. Est-ce que je sais, c'est quoi? Là? La date n'est pas encore annoncée. Peut-être que vous le savez plus que nous. Non, en fait, non, la date de l'élection, c'est déjà connu, c'est le 3 octobre, mais la journée de déclenchement, ça, on ne le sait pas exactement, mais on nous dit, tenez-vous prêts, entre le 25 et le 30 août. Ah! Alors, voilà, ça nous laisse un petit peu... Ça nous laisse encore un petit peu de temps, mais en même temps, pas beaucoup non plus. On sait que pour beaucoup de candidats en ce moment, c'est déjà un peu la campagne qui a commencé, même si techniquement, ça n'a pas commencé, parce qu'on vous voit, par exemple, beaucoup faire, pas nécessairement du porte-à-porte, je crois, mais aussi on vous voit dans les lieux publics. On vous a vu, je crois, c'était quoi? C'était la Marche des Nations, quelque chose du... Le défilé oui, le défilé, oui, tout à fait. Qui y avait eu ce vendredi, au courant du week-end. Et puis de nombreux autres événements. Donc, c'est pour ça qu'on vous reçoit. On trouvait ça intéressant de pouvoir aborder aussi avec vous différents enjeux de campagne qui, justement, dans les médias plus traditionnels, dont on n'a pas nécessairement l'occasion d'aborder en profondeur et en nuances. Donc, avec mes collègues, on s'est fait un petit peu une belle. Vous avez l'air drôlement préparé, là. Ouais. Drôlement? Drôlement, oui, drôlement dans le sens bien préparé, là. Et puis donc, comme premier sujet, tout simplement, on voulait y aller un peu... d'où, tout simplement, juste pour faire une entrée en matière. Donc, c'était pour aborder votre parcours, tout simplement. Donc, d'où vient Caroline Saint-Hilaire, puis pas nécessairement juste de la mairie de Longueuil ou encore au Bloc québécois, mais juste en général, les études, l'enfance, un peu d'où vraiment vient Caroline Saint-Hilaire, parce que justement, on a rarement l'occasion d'aborder un peu cette partie-là. Oui, d'apprendre à me connaître un peu plus, au-delà de la clip ou des différents articles qu'on peut voir dans les médias. En fait, j'ai grandi à Longueuil. Je suis née officiellement à Montréal, mais bon, mes parents, on a déménagé, j'avais à peine 6 mois, donc sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. J'ai grandi là, j'ai fait mes études primaires, secondaires, une enfance correcte, pas rien d'extraordinaire, mais j'ai fait beaucoup de patinage artistique. Okay. Très jeune, c'était ma passion. C'est un sport que j'aimais beaucoup faire. Et j'en ai fait pendant longtemps. J'ai fait les Jeux du Québec, tout ça. Donc, ça a été une forme d'exutoire pour moi, le patinage artistique. Par contre, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que je suis sourde et à un moment donné, j'entendais plus la musique et ça devenait un peu problématique. J'ai vécu ma première humiliation où on était un groupe de patineuses sur on appelait ça du patinage synchronisé. On était un groupe, donc synchroniser le dit très bien. Idéalement, on est tous au même rythme. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sur la patinoire à l'extrémité de mon groupe parce que j'entendais plus la musique. Et là, j'ai dit, OK, il y a un problème. Là, c'est ça devenait difficile. Alors, finalement, j'ai décidé d'arrêter. On a réglé les petits problèmes d'audition. Des petits problèmes. On a ajusté, mais donc j'ai dû mettre fin à cet intérêt-là pour le patinage. Je me suis concentrée davantage dans mes études. Et j'ai fait un bac en administration des affaires à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai en même temps appris le langage des signes à l'UQAM parce que, je me disais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver parce que la technologie s'est développée pour que je puisse être appareillée éventuellement. Mais plus jeune, c'était pas... À cette époque-là, c'était pas non, encore... c'est ça, c'était pas encore très, très bien développé ni accessible. Maintenant, ça l'est beaucoup plus où, quand on a un degré élevé de surdité, le gouvernement du Québec peut subventionne ou c'est ça, effectivement, nous aide pour pouvoir s'équiper en appareil. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais donc, j'ai appris le langage des signes. Je me suis développé d'autres passions, d'autres intérêts. Et je suis tombée très, très jeune dans la politique, dans la marmite politique, parce que mon père a fait de la politique municipale. Donc, il a été organisateur, il a été conseiller municipal.
Et donc, très jeune, je faisais de la distribution parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Là, On n'était pas encore sur les médias sociaux. Non, on n'était pas sur les réseaux campagne. sociaux. Les campagnes électorales, à l'époque, se gagnaient dans des centres d'achat, se gagnaient dans des petits cafés, dans les rues, porte-à-porte. Ça se faisait manuel aussi. L'entrée de données, il fallait vraiment... Le pointage, c'était à la main, on appelait, puis on c'est ça, on remplissait avait... des petites feuilles. Exactement. Ça se fait encore beaucoup comme ça, parfois. Ça dépend des campagnes, ça dépend un peu. C'est vrai. Puis surtout dans certaines plus petites municipalités. Mais maintenant, il y a plein de logiciels là, où les candidats peuvent s'équiper. Donc, écoute, j'ai l'air d'un dinosaure, là, mais c'était davantage très manuel. Mais en même temps, j'ai aimé ça. J'accompagnais mon père. Mon père m'amenait beaucoup avec lui faire du porte-à-porte. Et j'aimais ça. J'aimais ça, le contact avec l'autre. Puis en même temps, je vous raconte ça, puis... j'étais quand même une fille très gênée, très introvertie, probablement à cause de ma surdité. Puis bon, je ne veux pas faire ma thérapie ici avec vous, là, mais... N'hésitez pas, on a le temps, justement. On a le temps. Non, mais en même temps, ça m'a probablement aidé, justement, ce contact-là de porte-à-porte avec mon père, à un peu sortir un peu de ma gêne, tout ça. Bon, il y en a qui font du théâtre. Moi, je ne pouvais plus faire de sport, en tout cas pas du patinage. Donc, le porte-à-porte, le contact en politique, où mon père m'amenait dans des rassemblement m'a probablement aidé un peu là, à me dégêner. Donc, c'est ça. Je suis tombée très jeune là-dedans. Puis par la suite, j'ai milité, bien sûr, au Bloc québécois où j'étais attachée presse de M. Rodrigue Biron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En quelle année, à peu près? C'était en 80... En fait, c'était la course au leadership du Bloc québécois de 96. Okay. Et M. Biron s'était présenté contre M. Duceppe. C'est M. Duceppe qui a gagné la chefferie du Bloc. Et moi, j'avais des amis qui travaillaient avec M. Biron. Rodrigue Biron a été chef de l'Union nationale, tout ça. Bon, c'est un personnage absolument extraordinaire. Et il avait décidé de faire campagne en sachant pertinemment qu'il n'allait pas nécessairement gagner, mais il avait invité plein de jeunes avec lui et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Imaginez-vous, là, une vingtaine de jeunes. On travaille pour quelqu'un qui nous fait confiance. Ça vous fait sourire? Comme quand je dis qu'on se connaissait quand même un petit peu, on a eu des expériences un peu. Oui, bien c'est ça. Il n'y a rien de plus galvanisant que de militer pour quelqu'un qui te fait confiance. Puis c'est tes premières expériences politiques officiellement. Je veux dire, moi, je n'avais pas de formation d'attaché. C'était vers quel âge à peu près? J'avais 26 ans. OK. Et c'est M. Biron qui m'a dit à l'époque, « Caroline, vous êtes à l'aise. Pourquoi vous ne vous lancez pas en politique? » Puis bon, c'est une chose de... À l'époque, vous travailliez où? Vous aviez terminé vos études, donc? Oui, j'avais fini mon bac en administration et je travaillais à la SODRAC, qui est une société de droit d'auteur où, dans le fond, je faisais de la perception au niveau des producteurs de disques pour qu'ils payent les droits d'auteur au niveau des artistes. Et par la suite, j'ai parti mon entreprise aussi au niveau de la gestion de droits d'auteur avec une amie à l'époque. On a fondé MCMS Musique, on faisait de la gestion de droits d'auteur, on faisait aussi de la gérance. J'ai fait ça pendant quelques années. Ça a développé un peu chez moi la fibre entrepreneuriale où j'aimais bien justement faire mes choses à mon rythme à moi. Donc ça, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et en même temps, donc, je militais au Bloc québécois où j'avais mon entreprise de gestion de droits d'auteur. Et donc, M. Biron m'a lancé cette idée... à l'époque que je pensais qu'elle était complètement folle. Et sans faire de jeu de mots, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'idée parce que je me disais, c'est peut-être à 26, 27 ans qu'on peut faire ce genre d'implication. De projet, oui, c'est ça, d'implication, effectivement. Ça a vraiment été ça. Pour vous, le déclic, tu sais, si on avait à mettre, mettons, un moment clé qui vous avait vraiment propulsé dans le monde politique, ça... C'était vraiment plus l'année 1996 que 1995, parce qu'au Québec, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont décliqué en 95 qu'en 96. Non, je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'il y avait le référendum de 95. Notamment, oui. Oui, non, c'est sûr, parce que, bon, oui, mais j'étais pas nécessairement très impliquée en 95, pas tant que ça, honnêtement. J'ai voté, bon, puis j'ai fait quelques petites apparitions à gauche et à droite pour aider, mais pas tant que ça. Je pense que j'ai été, en 95, un petit peu trop, peut-être, spectatrice. À votre goût. Oui, je pense que j'aurais pu faire plus que ça, mais bon, là, je ne reviendrai pas en arrière. C'est un peu...
C'est un peu morbide, mon affaire. Non, mais c'est... Mais c'est ça, en 95, j'étais pas partie prenante. Non, c'est ça. Mais peut-être plus le soir où, effectivement, l'option du oui a perdu. Ça dépend comment on l'analyse, mais en tout cas, on a perdu. Et oui, peut-être qu'il y a eu un déclic un peu, mais pas tant que le fait que quelqu'un de proche avec qui vous travaillez, à qui j'ai confiance me dise que c'est peut-être une bonne idée. Autant j'aimais l'univers de la politique parce que j'avais accompagné mon père, honnêtement, j'avais pas nécessairement d'ambition ou un plan de carrière. Ça paraissait comme un monde un peu plus lointain de ce que vous faisiez au quotidien, j'imagine, dans votre entreprise, justement. Oui, c'est ça. Je me voyais pas nécessairement. Puis honnêtement, encore une fois, ça va paraître très, très ridicule. Mais petite, je me souvenais que j'avais déjà dit oui, peut-être qu'un jour je ferais de la politique, puis tout ça, mais je pensais que mon nom était trop long pour être sur une affiche électorale. Caroline Saint-Hilaire, je me disais, mon Dieu, il faut que je change de nom, ça se pourra pas sur une affiche. Mais bon, par la suite, effectivement, là, c'est... Finalement, ça fonctionne bien comme nom, quand même. Ben, en tout cas, ça a fait quelques campagnes pas pires, oui, effectivement. On en parlera à M. Plamondon. Ouais. Oui. Effectivement, je ne sais pas si c'est posé la même question. Puis maintenant, bon, il y a plusieurs personnes qui ont des noms effectivement composés, mais bon, quand j'étais petite, je ne sais pas si c'était un faux prétexte ou quoi que ce soit, là, mais effectivement, probablement que le petit coup de pouce de M. Biron qui disait, garde, c'est peut-être pas si fou, y a-tu pensé? Il y a aussi... Bon, je ne veux pas tomber dans les clichés, mais en politique, on dit souvent que « everything is about timing ». Tu sais, t'as beau avoir la meilleure personne, le meilleur programme, si tu n'es pas dans le bon moment, c'est peut-être pas toi le problème ou ton parti ou tes idées. Pour le contexte. C'est ça, exactement. M. Lévesque n'a pas gagné la première fois. Là, ça y a pris quelques fois. Est-ce que c'est parce que c'était pas quelqu'un de bien ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas une bonne proposition ou c'est parce que le moment, le contexte n'était pas bon? Même M. Legault, depuis, ça n'a pas été sa première élection. Exactement. Non, mais on pourrait en sortir plein comme ça que, tu sais, c'est pas... Donc... Il faut attendre que le contexte soit rendu là aussi. Le contexte. Mais on peut aussi travailler sur le contexte, justement, pour l'apporter. On peut, c'est ça. Mais c'est probablement tout ça réuni qui a fait que j'ai pu me lancer, que j'ai eu envie de me lancer. Mais encore là, moi, en 97, quand je me suis lancée à l'investiture du Bloc québécois, puis encore une fois, je vous parle du bon vieux temps, où en 97, quand le Bloc québécois présentait une candidate, notamment, ou un candidat dans Longueuil, tout le monde prenait pour acquis que c'était gagné pour le Bloc québécois parce que, bon, c'était un comté, l'ancien comté de M. Lévesque. Un château fort pour le Bloc québécois. Donc, le défi, c'était pour le candidat à l'investiture du parti de gagner l'investiture. Et j'étais loin d'être celle qui allait potentiellement gagner parce que je me présentais à l'époque pour l'investiture du Bloc. Il y avait le président à l'époque de la Fédération étudiante de l'université, la FEUC, c'est ça? Fédération étudiante université du Québec, c'est ça, la FEUC. J'imagine. Patrick Lahaye. C'est la FEUC, ça dépend d'une université à l'autre. C'est ça, mais c'était la Fédération étudiante de l'Université du Québec. M. Patrick Lahaye qui se présentait. Et il y avait l'adjointe de Mme Marois, Marie-Claude Martel à l'époque, Mme Marois était ministre de l'Éducation. Donc, il y avait une lutte entre la Fédération étudiante et le ministère, la ministre de l'Éducation. Au sein de l'investiture. Au sein de l'investiture du Bloc, exactement. Puis moi, j'arrive. Je ne suis en dehors de ce débat-là. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis la petite fille de Longueuil qui n'était pas au référendum de 95. Et là, les gens avaient comme un doute. C'est qui cette... Pourquoi elle vient déranger notre microscope, notre chicane, c'est ça entre nous autres. Et ça allait bien. C'est ça, on avait-tu besoin d'elle? Et finalement, une investiture dans un parti politique, il n'y a pas grand secret, mis à part que de vendre des cartes de membres et que s'assurer que les gens se déplacent pour aller voter. Et c'est probablement la force que j'avais parce que j'étais de Longueuil, alors que les deux autres candidats, une prenait pour acquis que parce qu'elle était l'adjointe de la ministre, elle allait gagner. Et l'autre, parce qu'il avait les jeunes avec lui, puis la fédération étudiante, les gens allaient venir voter. La mobilisation se ferait par elle-même. Exact, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Alors moi, les gens qui ont pris des cartes de membres, c'était des gens de Longueuil. Et avaient un lien direct avec moi. Fait que c'est sûr que si, par exemple, votre ami se présente, puis qu'elle vous vend une carte de membre, le soir de son investiture, tu te sens mal de ne pas y aller. Ouais.
Mais si c'est... Puis tu fais sortir plus de votes même autour de toi. Oui, exactement, parce que tu as un attachement. Ouais. Exact. Mais si c'est l'ami de ton ami, de son ami... De quelqu'un d'à peu près qu'on connaît. Puis là, tu dis, il faut que je fasse 1h30 de voiture, il faut que je me déplace, il fait beau, j'ai les enfants, ou il faut que j'aille courir. Il y a trop de bonnes excuses. Il y a trop de bonnes excuses, alors tu ne te déplaces pas. Donc, ce qui a fait que je me suis faufilée entre les deux, et il y a eu 2 tours, et finalement, les gens se sont ralliés à moi, et j'ai gagné en 97 comme candidate. Ouais. Et c'était la première fois de ma vie, je vais vous faire, je pense que je l'ai déjà dit dans le livre, je le vois que vous avez noté, j'ai quasiment peur. C'était la première fois, que je faisais un discours en public. C'était le discours de mon investiture. Et même dans les discours, les arts oratoires qu'on fait à l'école, là, ça me rendait malade. Là, ça me rendait malade. J'étais tellement nerveuse de parler en public. Et là, j'ai mon premier discours. C'est probablement le discours le plus important de ma vie. On s'entend-tu que si je suis pas bonne, il n'y a pas de dire « je peux-tu recommencer? » Là, c'est fini. C'est là. Et... mais je pense avoir eu la piqûre forte de dire, OK, la puissance d'un micro, autant pour faire des discours que pour ce que vous faites ici dans le cadre des médias, est tellement important qu'à partir de là, j'ai toujours eu la préoccupation de faire attention à ce que je dis, d'être formée, puis d'être prête, puis tout ça. Et donc, à partir de là, c'est ça. Contre toute attente, j'ai gagné l'investiture du Bloc. J'ai fait 11 ans. Et voilà. Fait que j'ai répondu à votre question sur mon parcours un peu, je pense. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Donc, ça a été ça. Ça a été tout d'abord l'expérience au Bloc québécois qui débute à partir de là. Ensuite, ça a été à la mairie de Longueuil. De Longueuil. C'est ça. Exact. Pendant 8 ans, si je me 2 trompe mandats, pas. 2 mandats. Et donc, on se demandait au fond, parce que vous étiez, à l'époque, la première mairesse de la ville de Longueuil. Qu'est-ce que ça a été, au fond, pour vous, comme femme, de justement être la première un peu à briser ce plafond de verre-là à l'époque? Oui. En fait, oui, j'ai été la première femme mairesse élue de Longueuil. Ça a été important parce que, en fait, encore une fois, même si j'avais fait mes 11 ans de vie politique comme députée fédérale, puis que, les gens... reconnaissait le travail que j'avais fait, mais en même temps, dans au Bloc québécois, on va se le dire, c'est dans l'opposition, il n'y a pas nécessairement de rôle de gestionnaire d'un ministère ou quoi que ce soit. J'avais 39 ans quand je me suis présentée à la mairie de Longueuil, et même si... de votre perspective, c'est très vieux. De la perspective de 2008, pour certaines personnes, j'étais probablement un peu trop jeune pour devenir mairesse. Donc avant, mettons, d'être l'enjeu de peut-être justement homme-femme, c'était l'enjeu de l'âge à l'époque qui était vraiment dominant. Mais si je peux me permettre, vous avez quand même un peu pavé la voie, dans le sens qu'aujourd'hui, si Mme Fournier est à la mairie de Longueuil, personne n'a questionné son âge. Puis je pense que c'est justement... c'est tant mieux, parce qu'en fait... les gens disaient « elle est trop jeune », mais je me demande si c'était pas un prétexte parce que j'étais une femme. Mais dire que c'est une femme, on n'en veut pas, je veux dire, c'est pas... Même en 2008, c'était pas chic de dire ça. Mais là, de dire que peut-être qu'elle est trop jeune, ou en fait, encore plus habile que ça, elle manque d'expérience. Ouais, c'est souvent dans la manière qu'on l'apporte. On manque d'expérience, voyons donc, elle n'a rien fait. Puis c'est vrai, j'avais pas géré de grandes entreprises, mais en même temps... En politique, à la base, moi, je pense, et au-delà des partis politiques, la politique, l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, puis les conseils de ville, c'est censé être le reflet de la population. Fait que ça te prend des avocats, ça te prend des agriculteurs, ça te prend toutes sortes de personnes. Je veux dire, ça prend pas juste un groupe de médecins qui gèrent. On l'a vu de toute façon ce que ça donne, là. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Mais donc, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait plein de sortes, une diversité de parcours. Et, en tout cas, je pense que c'est intéressant. Mais donc, pour revenir à votre question, oui, effectivement, il y a eu quand même des doutes. Il y a eu des questionnements sur mon potentiel de pouvoir livrer la marchandise, de pouvoir gérer la ville de Longueuil, qui est quand même la 3e agglomération du Québec. Donc, c'est quand même plus de 300 millions de budget, 600 millions au niveau de l'agglomération, tout à fait comparable à Sherbrooke. Donc, c'est quand même
une grosse ville. Mais encore une fois, il y avait un contexte où le parti qui était à la tête de la ville de Longueuil... Celui dans lequel votre père avait mis... C'est lui, en fait, c'est lui qui l'a fondé. OK, c'est ça. Je voulais pas... Belle relation père-fille, hein? Ouais. Comment ça s'est passé, cette élection-là, donc? Ben, super bien. Okay. En fait, c'est mon père qui... Oui, c'est ça. On se parle plus avec mon père, ça va bien. Non, mais c'est ça. Bien, ça va bien. On n'est pas là pour Salut, régler papa. ça, mais... Tu m'aimes ça encore, papa? Mais oui, en fait, mon père avait fondé ce parti-là, le parti municipal de Longueuil, qui a fait des bonnes choses pour Longueuil quand même, mais comme n'importe quel parti politique, quand tu es là au pouvoir pendant 27 ans, ça se peut qu'à un moment donné, tu aies besoin d'un petit peu de dépoussiérer tout ça. Donc, mon père était tout à fait à l'aise parce que, essentiellement, c'était pas nécessairement... C'était plus ce que lui avait fait. C'était plus le même monde non plus. Puis de toute façon, je pense qu'honnêtement, sa fille se présenterait n'importe où. Ça serait extraordinaire quand même, tu sais. Donc, mon père et les gens pensaient qu'il était fédéraliste libéral. Il a fait ma campagne au Bloc. Donc, tu sais, je veux dire, je pense que quand on est parent... Il vous suit. Ben oui, puis, tu sais, je suivrais mes enfants aussi. Bon, peut-être je leur parlerai un peu avant s'ils faisaient des erreurs, mais... C'est raide. De toute façon, on débat en masse à la maison là-dessus. Certainement. Mais donc, c'est ça, il y avait quand même un contexte où le parti était là depuis longtemps. Il y avait tout le contexte de la commission Charbonneau, où les gens voulaient de la nouveauté dans le monde municipal. Tu sais, ce qu'on a vu à la dernière élection, on en parlait de Catherine Fournier puis Évelyne Baudin à Sherbrooke, il s'est passé quelque chose dans toutes les villes du Québec. Mais ça a commencé quand même, ça, depuis 2013, 2017, où il y a une sorte de volonté de changement, parce que là où est-ce que peut-être à l'époque, on voyait le manque d'expérience comme justement un handicap ou, pour un candidat, maintenant, c'est justement peut-être un avantage, parce que dans des contextes, comme vous disiez, par exemple, entre deux candidats, par exemple, à l'investiture, qui ont comme un peu leur bagage, puis qui s'affrontent sur une vieille chicane, un vieux terrain, ben vous arrivez avec une perspective complètement nouvelle. Ouais, une fraîcheur, puis on met un peu de côté tout ce genre de vieux débat-là que de toute façon, on n'arrivera jamais peut-être à régler, puis que, en tout cas, il y a d'autres enjeux qui sont plus d'actualité peut-être que... Oui, puis en plus, je pense que les gens se sont appropriés un petit peu plus le palier municipal. Tu sais, on pensait que c'était toujours... j'allais dire Monsieur Blanc, 52 ans et demi, là, puis ça commence à me ressembler. Mais ce que je veux dire... Monsieur, ça se joue monsieur, encore. Mais ce que je veux dire, c'est que on voyait beaucoup dans le monde municipal toujours le même style de maire, parce qu'il n'y avait même pas beaucoup de mairesses en plus, là. Il y avait beaucoup de conseillères municipales, mais des mairesses pas tant que ça. Mais tu sais, le monde municipal, c'était dirigé par une certaine catégorie de personnes, et ça a commencé à changer. Puis je pense que les gens se sont rendus compte que le palier municipal, c'était pas juste des poubelles, là. C'est plus que ça maintenant. C'est la sécurité, c'est la culture, c'est le développement économique, c'est l'environnement. Je veux dire, on le voit. C'est ce qui est le plus près de nous. Bien, c'est ça. Fait que là, je pense que... Puis c'est peut-être pour ça que les jeunes s'y intéressent un peu plus, parce que, c'est concret. Puis moi, j'ai adoré ça, le monde, la politique municipale. C'est concret. Tu peux changer des choses dans la vie des gens, là. Et donc voilà. Oui. Bien, j'allais vous dire, en fait, aujourd'hui, depuis, en fait, les plus récentes élections municipales, on parle de 50% des mairesses des plus grandes villes du Québec qui sont des femmes, justement. Tu sais, on parle vraiment d'un accomplissement. Puis en tant que femme en politique, autant vous que moi qui suis étudiante en politique, tu sais, je me dis... On voit aujourd'hui dans l'actualité des changements, des questionnements qui viennent en fait nous remettre en question en tant que femme dans ce monde-là. Je pense notamment à Roe versus Wade aux États-Unis qui a récemment été renversé. Je pense à des poursuites pour agression sexuelle à Trois-Rivières qui récemment aussi a fait les manchettes. Vous, en tant que femme, en fait, je me demande, est-ce que vous pensez qu'on en est là, à l'égalité homme-femme dans la politique? Est-ce que vous pensez qu'on a une bonne représentation puis qu'on a fait des gains significatifs? Ou les chiffres, est-ce que c'est juste des statistiques? Je pense qu'on a fait des gains. C'est pas parfait puis on peut en faire plus. Quand j'étais mairesse de Longueuil, j'étais la seule femme des 10 grandes villes du Québec. Tous les autres étaient des hommes. Et aujourd'hui, on parle de 50% des grandes villes. Donc, oui, il y a une évolution. Oui, ça change. Je pense qu'il doit y avoir deux orientations. Il doit y avoir une volonté des chefs de parti, premièrement. Il doit y avoir une volonté politique. Puis moi, je vais saluer mon chef, là, parce qu'il y a plus de femmes candidates à cette élection-ci. Puis dans des comtés qui peuvent gagner. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas juste de dire, OK, j'ai plus de femmes. Les candidats mais autour. elles ne seront pas élues. Autour dans des circonscriptions. Ben, c'est ça. Là, c'est pas ça. Puis je parle de la CAQ, mais je sens une volonté de la plupart des partis
quelques-uns moins que d'autres. Mais sinon, en général, je pense que oui. Puis il y a une demande aussi de la population. On ne peut plus dire... c'est pas important d'avoir une représentativité. Est-ce que je fais partie de celle qui dit que ça doit être absolument 50 plus 1? Non, parce que j'ai pas envie d'être celle qui est à plus 1 ou moins 1 ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut être dans la zone. Il faut y avoir une volonté. Cela étant dit, il doit aussi y avoir un petit effort chez nous, les femmes. Parce que, moi, je me rappelle même quand je m'étais présentée à la mairie de Longueuil, ma volonté, j'en voulais des femmes. J'en voulais. C'était difficile de recruter des femmes. Je ne sais pas si en 2022, c'est plus facile, mais à l'époque, c'était très difficile. Les femmes hésitent, doutent. Puis même moi, je veux dire, quand M. Legault m'a appelée, je me dis... Puis pourtant, j'ai quand même 20 ans de vie politique. Je sais dans quoi je suis bonne, je sais dans quoi je suis pas bonne. Mais je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que... Tu sais, il y a toujours le fameux doute. Ça, il va falloir qu'à un moment donné... Puis là... Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Si c'est encore... c'est notre contexte, c'est le moment où est-ce que c'est... Il va falloir que les filles, on arrête de se dire ça. Parce que moi, quand je recrutais un gars, c'était oui, tu sais. Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? C'est ça, mais une femme... Puis là, je généralise, je veux pas tomber là-dedans parce qu'il y a des femmes qui doutent pas, puis il y a des hommes qui doutent, mais généralement, c'est souvent ce qui arrive. Fait qu'il va falloir que nous, les femmes, des fois, on se dise, OK, ça se peut que je me lance, ça se peut que je gagne pas, ça se peut que je gagne pas, moi, cette année. Mais si je sais pas, je le saurais pas. Si je vais pas au bout de ma démarche, je peux pas juste dire, c'est la faute à lui, c'est la faute à l'autre. Il faut que moi, je me lance. Fait que je pense qu'il y a quand même ces deux niveaux-là qu'il faut qu'on pousse. Mais je pense que oui, je suis assez optimiste dans ce sens-là. Puis, je vais vous faire une confidence. Moi, je vois les candidates femmes au sein de la CAQ, puis à chaque fois que j'en vois une arriver, je l'appelle. Puis je me dis, hey, ça commence à être le fun, là, parce que le poids du nombre peut changer des choses aussi. Absolument. Tu sais, c'est sûr que si tu as un caucus, hypothèse, tu es 50 députés d'un caucus XY, puis que tu es 10 femmes sur 50, si tu es 23 ou 28, sur 5 ans. La perspective au sein du parti ça commence à changer. Tu as l'effet du nombre, puis tu peux, on peut se regrouper ensemble pour avancer des dossiers. Puis en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans le même caucus, puis que vous êtes une femme, je suis une femme, on pense pareil sur tout. Ça se peut que non. Mais en même temps, il va y avoir une solidarité de groupe à un moment donné sur des enjeux importants. Dans un parti, on espère dans tous les cas au moins qu'il y a une solidarité quand même. C'est-à-dire que la coalition, moi, c'est ça que j'aime de la coalition, puis on va y revenir tantôt, parce que je trouve ça intéressant de ne pas être d'accord sur tout, parce que c'est pas parce que tu as un parti politique ou une ligne de parti, en même temps, elle est importante, je comprends, dans le parlementarisme québécois, canadien, je comprends. Mais c'est pas vrai qu'autour d'une table, dans un caucus, moi, je m'entends pas sur tout avec mon mari, fait que je peux pas croire que je m'entends sur tout avec les collègues de caucus. L'important, c'est de dire, on débat, OK, tu m'amènes tes arguments, je t'amène les miens. Puis à la fin, il y a le chef qui tranche ou le caucus qui tranche. Puis là, on détermine la position du bien commun. Puis c'est ça qui fait la force. Puis à un moment donné, c'est ça qui reflète un peu ce que la population veut. Tu sais. C'est un débat un peu, c'est pas nécessairement oui, juste exactement. Quelque chose d'aseptisé, si moi, je dis les murs seraient mieux blancs, toi, tu dis, moi, les murs, j'aimerais mieux... C'est très banal, là, mais moi, j'ai veux bleu. Parfait, OK, mais si on les mettait rouges, puis pourquoi? Puis là, on évolue dans la pensée. Mais c'est ça qui fait qu'on grandit, c'est quand on se challenge mutuellement, puis à la fin, on détermine une position commune. Puis moi, c'est dans ce sens-là que je trouve ça stimulant. Parce que c'est quelque chose d'intéressant qu'il y avait dans un article de la presse, si je me souviens bien. Tu l'as peut-être justement juste ici, je sais pas. Tu peux le dire si tu l'as juste ici. Oui, en fait, récemment, la presse a sorti un article, en fait, comme quoi que Sherbrooke allait être vraiment une circonscription chaude pour les prochaines élections. Je pense que votre candidature a fait beaucoup jaser, en fait, peut-être parce que, si je me trompe pas, vous n'avez pas vraiment d'attache à Sherbrooke comme vous en avez à Longueuil. Tout est relatif. OK, parfait. Les cartes ne sont pas... Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que dans cet article, on utilise une citation, en fait, de vos propos qui dit à quel point ce n'est pas parce que vous êtes à l'intérieur de la CAQ que ça limite les débats et que, justement, vous pouvez vraiment avoir des bonnes discussions. Puis c'était un peu, je pense, une question qu'on avait tous autour de la table, dans le sens que la CAQ, selon les prédictions actuelles, risque d'avoir quand même un nombre très important de sièges lors des prochaines élections. Puis on se demandait, est-ce qu'il y a vraiment des courants de pensée qui commencent à se distinguer à l'intérieur de la CAQ? Est-ce qu'on voit comme des petits clubs, des gangs, ou c'est... Parce que ne serait-ce
qu'à l'origine de la coalition Avenir Québec, il y a quand même le mot coalition qui insinue le fait qu'il y a différents courants qui se mettent ensemble dans le but de travailler sur l'intérêt commun, etc. Mais c'est ça, donc il y a différentes ailes peut-être au parti, puis vous aviez quitté la vie politique. Vous me direz si vous le regrettez de l'époque, l'avoir quitté, on verra. Mais c'est pourquoi... Puis qu'est-ce que dans la CAQ vous a vraiment poussé à revenir, surtout? Parce que première, on va commencer. Des questions sur pourquoi... OK, mais là, il faut que je retienne toutes les questions. Il y en a 3, là. Attendez. Allez-y. En fait, ce que c'est que j'aimerais bien compléter aussi, parce que j'ai lu votre livre, et donc, du coup, je ne sais pas si c'est des choses qui où vous avez évolué au fur et à mesure de votre carrière, et je ne sais pas si c'est des pensées en temps réel dans votre livre, ou si c'est un bilan de ce que vous avez... dans votre carrière, mais il y a plusieurs parties où vous parlez du fait que vous n'aimez pas trop la dynamique d'un parti parce que c'est dogmatique. Vous parlez que vous dites, et là c'est une citation, je ne suis pas stimulé par quelque chose qui roule tout seul. Exact. Vous voulez bousculer l'ordre établi. Exact. Vous voulez plus de démocratie citoyenne. Ok. Comment est-ce que la CAQ peut faire ça? La CAQ répond à tout ça. Écoute, vraiment? C'est tellement bon, ce livre-là. Je pense que je vais l'acheter. Mais non, en fait, on va commencer par... Non, mais c'est intéressant ce que vous amenez là. Je pense que je vais le relire. Mais blague à part. Premièrement, j'ai quitté la mairie de Longueuil, puis en toute humilité, je pense que j'aurais été réélue parce que les gens étaient satisfaits du travail qu'on avait fait. Mais un peu la première phrase que vous avez dite ou la deuxième, moi, quand je suis trop confortable, je suis vraiment pas bonne. Et autant j'ai aimé être mairesse de Longueuil, autant je suis reconnaissante de l'appui de la population puis de leur confiance, parce que c'est pas banal de m'avoir fait confiance une première fois alors que je manquais d'expérience et une deuxième fois à plus de 85 %. Je suis très reconnaissante et jamais je renierai ça. Mais en même temps, comme personne, comme individu, moi, j'avais besoin de savoir si j'étais capable de faire d'autres choses dans la vie que de la politique. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'allais avoir 49 ans quand j'ai quitté la mairie. Là, je me disais, OK, Caroline, tu fais quoi, là? Si je retourne en politique, à un moment donné, quitter la politique quand tu n'as rien fait d'autre à 55, 60 ans, ça commence à être difficile de se recycler. Fait que là, je me disais... Je veux savoir si je peux faire autre chose. Puis j'avais un peu de peine parce qu'en même temps, je n'étais pas allée au bout de tout ce que je pouvais faire pour la mairie de Longueuil. Mais j'ai pris une décision très égoïste, très personnelle en disant « J'arrête la politique, je fais d'autres choses. » Ce que j'ai fait des médias, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait du commentaire et j'ai retrouvé cette liberté de parole que j'avais pas eu nécessairement, pas parce que mon chef du bloc à l'époque ou que la mairie m'empêchait de dire des choses. C'est que veux pas, quand tu es en politique, tu ne peux pas toujours dire tout ce que tu penses sur tout. Puis c'est normal, c'est comme ça. Il y a une forme d'autocensure. Il y a une forme d'autocensure. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'opinion ou ça veut pas dire que des fois, tu peux pas. Mais on le sait, à chaque fois, puis M. Legault en est souvent victime, tu lances un peu trop ton idée et des fois, tu es obligé de dire « c'est pas tout à fait ça que j'ai voulu dire » parce que autant on se dit tous collectivement qu'on n'aime pas la langue de bois, autant quand un politicien dit quelque chose d'un petit peu confrontant, blessant ou qui sort de la ligne, on dit « wow, il n'est pas correct, il agit pas comme premier ministre. » C'est parce qu'on est avant tout la fonction avant d'être l'individu qui exactement. Ces responsabilités-là. Et donc, pourquoi la CAQ? Pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'après avoir, pendant 4-5 ans, goûté à plein de choses, puis j'ai écrit 2 livres aussi, dont la biographie de Shirley Theroux qui va sortir à la fin octobre, j'ai fait d'autres choses. Je suis capable de dire, je sais faire d'autres choses dans la vie que la politique, mais je suis obligée d'admettre que c'est en politique que je m'épanouis le plus, et c'est en politique que je pense être utile. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à M. Legault, parce que les lendemains... En fait, pendant la pandémie, moi, honnêtement, je me suis sentie complètement inutile. J'aurais voulu faire quelque chose pour servir, pour aider. Je n'étais pas du tout là. Je faisais de la chronique à la radio. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai pas été super utile. Et donc, cette volonté-là d'être en politique, de servir... les lendemains de la pandémie, on se dit, OK, on ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. Pendant des années, on disait, c'est pas possible, le télétravail.
C'est drôle, hein? Ça a Oui. pris 1 minute, tout le monde l'a fait, puis il n'y a pas eu Il de y a beaucoup problème. de choses qui ont changé quand Il y a même beaucoup de radicalement. choses. Au fond, c'est que quand vous aviez quitté peut-être la scène politique, elle était dans un état ou un contexte particulier, pas nécessairement que vous répugniez, mais dont vous aviez peut-être fait le tour, ou Exact. bref, sans nécessairement vous mettre des mots dans la bouche. Puis, ben c'est le dernier mandat, au fond, puis surtout la pandémie ou d'autres choses du contexte ont beaucoup changé avec la Coalition Avenir Québec. Oui. Et, Mais est-ce qu'on fait pas du neuf l'environnement. avec du vieux? Dans quel sens? Ben, je sais C'est pas. quoi le neuf? C'est quoi le vieux par rapport à ce que vous dites? Ben, en fait, La ce qu'il y a, CAQ, c'est que- du vieux? Ben, non, mais fondamentalement, c'est un jeune parti, Ouais. c'est créé assez récemment, c'est une coalition entre 2 anciens partis. Mais est-ce que les personnes qui y sont, est-ce que les personnes qui réfléchissent le parti, qui réfléchissent les solutions du parti, est-ce que c'est pas un peu des manières entre guillemets vieilles de faire de la politique et Je pense pas. Je pense pas. Je pense que, en fait, honnêtement, il n'y a rien de parfait. Là, puis la coalition, comme n'importe quel autre parti, n'est pas parfaite. Là. Mais c'est une vraie coalition. Il y a vraiment des gens de toutes tendances. Il y a des gens qui sont davantage... souverainiste fédéraliste. oui, mais au-delà de la question du Gauche-droite. souverainisme oui, mais je pense qu'il y a vraiment de la gauche, de la droite, la question identitaire, tout ça, c'est vraiment une coalition. Et c'est la force, je pense, d'un leader de dire, je suis capable d'aller recruter des gens qui viennent d'un peu partout. Tu as des Pascal Derry, qui va être reconnu davantage pour des orientations de droite. Tu as des Suzanne Roy, qui sont davantage réputées pour être des femmes de gauche. Et imaginez un instant les discussions qui pourront avoir lieu au lendemain d'une élection et qui même déjà ont commencé. Moi, je pense que c'est intéressant. Je pense... Non, je ne penserais pas que c'est un faire du neuf avec du vieux ou faire Mais du vieux avec du neuf. Et est-ce que ce brassage multi-intellectuel ou multiface de la CAQ, on reproche souvent à la CAQ aussi d'être, enfin aux membres de la CAQ d'être un peu opportunistes. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous... que vous mettez en retrait et vous dites non, on n'est pas des opportunistes, ou est-ce que... La personne, c'est pas nécessairement des attaques. Non, c'est en juste... fait, moi, je dors tranquille parce que s'il y en a une qui n'est pas opportuniste, j'aurais pas choisi Sherbrooke, là. On va se le dire, là. C'est pas la plus facile à gagner. C'est pas la plus facile à gagner. Puis on parlait tantôt de l'article de la presse où on parle d'un choc, d'une bataille à Sherbrooke. Je veux dire, encore une fois, puis ça a été ça toute ma vie en politique, on me voit pas gagnante nécessairement demain matin. Vous aimez les challenges. Mais j'aime les challenges. Non, mais au-delà, oui, j'aime les challenges, mais au-delà de ça, moi, j'ai choisi un comté qui, je pense, me ressemble, puis un comté que je trouve intéressant. Tantôt, parce qu'on n'est pas revenu sur le fait que j'ai pas d'attache à Sherbrooke. Premièrement, nous, on a choisi de vivre en Estrie. On ne vit pas à Sherbrooke même, c'est vrai. Mais c'est drôle, pendant des années, je faisais ma joute à TVA Sherbrooke, moi. Puis je dépense mon argent à Sherbrooke. Ça n'a jamais dérangé les restaurateurs de me recevoir à Sherbrooke. Fait que, tu sais, de dire que j'ai pas d'attache, je consomme, je vis, je fais plein de choses à Sherbrooke. Je comprends que je suis pas née, puis j'ai peut-être pas ce parcours d'avoir Sherbrooke dans les veines depuis ma naissance. Mais c'est drôle, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient à l'Université de Sherbrooke qui viennent d'ailleurs, puis on est content qu'ils viennent. Puis on est content aussi qu'après la pandémie, il y a plein de gens qui ont décidé de s'installer en Estrie, notamment à Sherbrooke. On est content sur le plan économique. Puis, honnêtement, moi, je pense que ce débat-là, je peux comprendre que dans la perception des gens, OK, l'ancienne mairesse de Longueuil se présente à Sherbrooke, c'est quoi le rapport? Ça peut avoir l'air opportuniste. Bon, premièrement, elle vit en Estrie maintenant, je vis ici, tout ça. Et on a choisi. Puis on l'a choisi avant que je décide de me lancer aussi, là, juste pour mettre toutes les cartes sur table. Nous, on avait une maison ici en 2005, puis en fait, qui était un chalet, là, où ça coulait de partout, c'était horrible. Et quand j'ai quitté la mairie de Longueuil... Ça coule plus, au moins, j'espère. On a réparé, on a fait un livre là-dessus, rénover sa maison, exact. Mais donc, quand j'ai quitté la mairie, on a décidé... Je ne l'ai pas lu, celui-là. C'est vrai? Ah ben, je vais vous l'envoyer. Parfait. Et... donc, puis vous allez voir, on
On parle de Sherbrooke tout le temps, d'ailleurs, et de l'Estrie notamment. Mais donc, les enfants sont partis parce que nous, on a 6 enfants, mon mari et moi, une famille recomposée. Les enfants sont partis. On n'avait plus besoin de vivre à Montréal, à Longueuil. Et donc, on a décidé de rénover la maison et de s'installer définitivement en Estrie. Donc, voilà. Fait que c'est un peu pour ça que, oui, j'ai décidé de me lancer dans Sherbrooke parce que je trouvais que, c'est une ville qui, je trouve formidable, intéressante. Il y a plein de choses à faire. Donc, je pense pas que je suis opportuniste. Moi, non, mais... Mais je sais que c'est pas une attaque contre moi. Les gens se seraient demandé pourquoi on ne pose pas la question. Oui, non, c'est vrai qu'il y en a ça peut avoir l'air opportuniste. Mais premièrement, une élection, ça se gagne. Même quand... Ça se mérite, on l'a pas... C'est sûr que les sondages, là, on regarde les sondages, puis tu dis, OK, si tu choisis la CAQ, tu as l'air opportuniste. Mais moi, il faut que je vienne défendre pourquoi je choisis la CAQ. Je serais opportuniste si je restais dans mon sous-sol, là, puis je me pinçais le nez, puis j'attendais que ça passe en espérant que je sois élue. Mais le fait de dire que tu te bats pour défendre tes convictions, tu vas à la rencontre des citoyens, tu proposes aussi un programme. Je veux dire, moi, je m'en viens pas à Sherbrooke, puis on va pas en parler tout de suite, mais éventuellement. Mais, tu sais, j'ai une offre à proposer aux gens de Sherbrooke. Fait que c'est pas de l'opportunisme. Puis je parle pour moi, mais il y a plein de collègues aussi là, qui demain matin vont devoir défendre aussi leurs propositions, leurs convictions. Avant de défendre vos positions ou de défendre la CAQ en général, étant donné que, comme vous dites, la CAQ, c'est un parti où est-ce qu'il y a plusieurs idées, il peut y avoir plusieurs ailes et justement où est-ce qu'il peut y avoir un certain débat, j'aimerais comprendre davantage votre position justement au sein de la CAQ, mais aussi à travers l'échiquier politique québécois actuel, pour ensuite qu'on puisse peut-être plus en discuter pour savoir justement que vous puissiez justifier, notamment sur les questions, par exemple, de la langue française, parce qu'évidemment, vous avez été député du Bloc québécois et on prend pour acquis que vous avez peut-être eu des liens avec le PQ à travers ces années-là, notamment avec votre mari, je présume. Mais bienvenue en 2022, ça se peut qu'on pense pas pareil, hein? Oui, non, mais c'est ça, puis je ne veux pas partir nécessairement sur cet enjeu-là, mais bref, la question, c'est pas nécessairement de... Je comprends que vous êtes 2 individus différents, puis justement, ça peut pas... C'est pas nécessairement toujours la même chose. J'ai jamais été candidate au PQ. C'est ça, donc je veux pas comme juste poser des questions qui seraient plutôt pour votre mari. Donc, les questions, ça va être vraiment plutôt pour vous, mais c'est que en ce moment, sur la question de la langue française ou encore sur l'identité, la laïcité, tous ces enjeux-là qui arrivent au Québec, qui ont été un peu mis de côté depuis peut-être, on pourrait dire, là, grossièrement... 40 ans, mettons, qu'on veut. C'est parce que l'enjeu principal était la souveraineté. Aujourd'hui, ces sujets-là sont vraiment beaucoup sur la table, notamment avec la loi 21, avec la loi 96, avec les demandes aussi juste sur la question de l'autonomie du Québec par rapport au fédéral, avec les demandes de transfert en santé ou encore de l'octroi dans l'immigration de pouvoir. Et puis, moi, je voulais précisément revenir un peu sur l'usage de la clause dérogatoire dans les projets de loi 21 et 96 parce que, on dirait que ça fait longtemps parce qu'il y a eu une pandémie qui nous a beaucoup occupés, mais ça avait été quelque chose qui avait été fortement critiqué par rapport à la CAQ en début de mandat. Et puis, en ce moment, ces 2 projets de loi-là sont contestés en cours par... plein d'intérêts, peu importe. Mais la clause dérogatoire en tant que telle, c'est une réponse à la Charte des droits et libertés du Canada qui apportait comme un lot de nouvelles lois à respecter, disons, qui, au fond, la clause dérogatoire offrait au Parlement le pouvoir d'asseoir son autorité. Donc, c'est une forme de souveraineté parlementaire que d'utiliser la clause dérogatoire pour déroger à ces droits et libertés-là, pour assumer un peu l'intérêt du Québec. Puis je me demandais, vous, sur le débat de à quel point on devrait utiliser davantage cette clause-là de manière décomplexée, comme j'ai l'impression que certaines personnes, peut-être dans le parti, ont envie de le faire. Notamment, j'imagine justement M. Simon-Jolin Barrette ou encore il y a l'ancien candidat du PQ, Guillaume Rousseau, qui travaillait justement sur des projets de loi par rapport à la laïcité, qui est un professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qui était l'ancien candidat ici. Voudrait qu'on utilise davantage la clause dérogatoire, mais il y a aussi des ailes peut-être plus libérales, plus fédéralistes, qui voient cette façon d'utiliser la clause dérogatoire comme une entrave au pouvoir des tribunaux ou encore un rejet du fédéralisme canadien. Là, avec les contestations qu'il va y avoir, puis il y a aussi peut-être les prochaines pièces législatives qui vont arriver,
où est-ce que vous vous situez? À quel point vous êtes à l'aise avec cette clause dérogatoire-là, puis ce qu'on en fait actuellement? Je suis très à l'aise. En fait, j'ai répondu très rapidement, mais Oui, je vais mais m'expliquer un peu quand même. j'ai mis la table un peu Ben pour oui, que ça soit simple à répondre aussi. Mais non, super intéressant. Mais en fait, bon, premièrement, je suis candidate. Hein, je ne suis pas députée. Et donc, demain matin, ou disons, mettons le 4 octobre, je suis députée, il y a des discussions en caucus. Là, je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y en a pas de discussion comme ça actuellement, dans le sens où il n'y a pas de caucus, c'est juste des caucus de candidats. Fait que vous comprenez que la différence est importante quand même, là, à savoir où je me positionne puis tout ça. Mais moi, je suis convaincue que le Québec doit se faire reconnaître à chaque fois que ce sera important comme nation. Et une des raisons pour laquelle je suis revenue en politique, c'est parce que c'est François Legault et parce que c'est la CAQ et parce que je vois aller François Legault, il se tient debout face au gouvernement fédéral et que la question identitaire, elle est importante. Et pour moi, elle est importante. Okay. Et chaque fois qu'un gouvernement X, Y, ami, voisin, peu importe, qui dira que c'est pas une bonne idée que le Québec décide de ses propres lois sur son propre territoire, ben oui, il faudra utiliser ces lois-là, ces clauses-là dérogatoires. Puis c'est important de dire que ces clauses-là dérogatoires ne sont pas à vita aeternam. Elles non, sont ça bonnes doit être pour 5 renouvelé ans. à chaque... Fait qu'à la limite, quand la population n'est pas contente, puis qu'elle dit, ben c'est pas une bonne idée, ben dans 5 ans ou dans 4 ans, foutez-les dehors. Ouais. Mais en même temps, pour moi, demain matin, je suis assise autour de cette table-là. Et je ne dis pas qu'il faut la prendre tout le temps parce que... Non, mais sur des enjeux par rapport à la loi 21, par exemple, ou la loi 96, puis, parce que ce qui peut être créé dans le prochain mandat sera un autre sujet, puis on peut pas tout à fait. Mais pour moi, qu'elle ait été utilisée pour ces lois-là... Vous êtes très à l'aise. Très à l'aise. Et demain matin, ce que je dirais à peut-être des amis, collègues, futurs fédéralistes, c'est la base de la création du Canada. Hein? Si on a permis cet article-là, l'article 33 de la clause... 23, je crois. 23, 33? 33. La petite question piège que je devrais savoir. C'est moi qui devrais le savoir. C'est 33. Donc, Guillaume Rousseau ne serait pas fier de toi. Oui, là, je viens de me faire avoir. Conserver cette archive. C'est 33. C'est vrai. Non, je vous écoute. Vous avez raison. Non, mais j'aimerais ça juste le réentendre. Vous avez raison. Non, c'est une blague, mais... donc, je répète, l'article 33, donc, ça a été la base de la création du Canada. Alors, puis l'Ontario l'a utilisé... 33? Bon. Monsieur Rousseau, il faut reprendre vos cours. Donc... Je l'avais noté, mais... mais tu l'as poché, celui-là, non? Non, je l'ai mis. Je l'ai très bien, même. Mais non, c'est pas grave. Bref, mais donc... Et je pense que c'est important, puis il faut pas l'utiliser de façon excessive, puis qu'à un moment donné, ça devienne effectivement... Mais dans des questions fondamentales, comme la langue, l'identité, moi, je suis désolée, oui, il faut le faire. Puis bon, chaque personne a le droit de contester, puis tout ça, on comprend ça. Puis même, on a vu, là, autant M. Trudeau que je pense même les conservateurs ont dit qu'ils allaient contester. Ouais. Puis bon, tout dépendant, si c'est M. Charest, M. Poilievre. Mais... Parce qu'au fond, c'est ça, cette clause-là, ce qu'elle vient apporter, c'est une sorte d'équilibre parce que, justement, la Charte des droits et libertés amenait de nouveau, au fond, de pouvoir, surtout aux tribunaux, sur justement l'interprétation des lois puis la considération de leur légalité. Puis cette clause-là venait rééquilibrer un peu les choses pour pas que ça donne seulement du pouvoir au fédéral ou aux tribunaux, pour que justement les provinces dans cette confédération-là aient un mot à dire. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir votre avis sur son usage, parce que justement, vu qu'au sein du parti, il y a peut-être des gens qui sont en désaccord avec votre position, puis on y reviendra, il y a beaucoup de gens qui se demandent, en votant pour vous, est-ce qu'on vote pour quelqu'un, justement, qui est plutôt de l'aile fédéraliste ou de l'aile souverainiste ou nationaliste? Parce que, vu que la CAQ va peut-être rafler même jusqu'à 100 sièges, c'est plus juste une question de voter pour la CAQ, c'est de voter pour qui dans la CAQ. À un certain point, c'est ça aussi que les électeurs se disent. Et en ce moment, à Sherbrooke, il y avait quand même, c'est comme une circonscription qui a beaucoup bougé dans les dernières années. Ça a été une circonscription qui a appartenu à Jean Charest, qui a ensuite été gagnée par le PQ, qui est revenu à Luc Fortin aux libéraux et qui en ce moment est au Québec solidaire, mais puis qui, bref, a tendance à bouger beaucoup. Il manque peut-être juste la CAQ, mais qui donc bouge quand même rapidement, mais en ce moment, ce qu'on se demande, c'est quelle base militante, au fond,
la CAQ vient un peu chercher. Parce que la coalition s'est faite à partir de qui? C'était peut-être un peu des gens qui étaient détachés du Parti québécois ou du Parti libéral. Mais à Sherbrooke, c'est qui qu'on va chercher davantage? Est-ce qu'on accueille à bras ouverts les fédéralistes du Parti libéral ou encore davantage les souverainistes du Parti québécois? Et puis, où est-ce que la CAQ se situe entre, au fond, la stratégie du PQ de 2018 qui était de se dire, pas un référendum dans un premier mandat, on prépare la table, un Québec fort, et ensuite, on va revenir à l'indépendance, et le livre bleu de Philippe Couillard qui était de dire, Québécois, ma façon d'être Canadien. Est-ce que vous préparez le terrain pour revenir sur le dossier d'indépendance ou vous êtes plutôt québécoise parce que c'est votre manière d'être canadienne? C'est une bonne question parce que je me mets dans la peau des gens de Sherbrooke. Effectivement, tu dis, OK, est-ce que elle est où exactement? Puis c'est important quand même parce que c'est vrai qu'on est avant tout des candidats avant d'être dans un parti, mais on fait partie d'un parti. La coalition Avenir Québec, ça le dit, c'est la coalition. Quand M. Legault parle de nationalisme, je sais que vous allez probablement vouloir y revenir, mais c'est ça la base. C'est pas de dire est-ce que tu es souverainiste, fédéraliste, parce que moi, je suis un peu tannée, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là. Oui. Mais oui, j'ai le droit. Non, mais dans le sens où tu es fédéraliste ou souverainiste. Mais on fait quoi pour avoir la discussion pour avancer? Ouais. Parce que pendant longtemps, les libéraux ont fait peur aux Québécois en faisant une menace de dire il va y avoir un référendum, patati patata. Fait que là, les gens avaient peur. Puis là, le PQ chicanait entre eux autres de dire c'est quoi la date? C'est quoi la question? On fait-tu un référendum là, dans 5 ans, dans 3 ans et demi? Puis on chicane sur le chef, puis bon, c'est bien compliqué. Fait que pendant ce temps-là, le Québec gagne quoi? Sherbrooke gagne quoi? Est-ce que c'est pas plus intéressant de dire moi, je défends le Québec. Moi, j'ai Québec tatoué sur le cœur. À chaque fois que ça viendra de l'interne, de l'externe, d'à côté, d'à droite, d'à gauche, où on va toucher aux valeurs fondamentales du Québec, je vais me lever puis je vais le défendre. Et je pense pas me tromper en disant que c'est ce qui habite l'ensemble des candidats de la coalition Avenir Québec. Est-ce qu'il y en a qui sont plus sensibles ou plus volubiles ou plus efficaces? Peut-être. Mais c'est le reflet de la population. Mais moi, je vais défendre le Québec, la nation, l'identité, la culture, à chaque fois, la langue, à chaque fois. Ça, c'est même pas négociable. Et M. Legault a sollicité des gens en fonction de ça. Fait que si quelqu'un de Sherbrooke se demande où, je suis là. Moi, c'est exactement là que je suis. Mais je me permets de vous demander, en fait, récemment dans l'actualité, on a vu un peu les échanges assez volubiles par rapport au transfert en santé. Il y avait des problèmes du côté de la gestion de Trudeau, puis les demandes des provinces qui ne concordaient pas du tout. Si vous êtes élu sous la bannière caquiste, en fait, jusqu'où vous pensez que la CAQ serait prête à aller, puis jusqu'où vous seriez prête à aller pour faire affirmer ces demandes québécoises-là devant le fédéral? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jusqu'à où. C'est une revendication fondamentale, légitime. Alors, c'est pas de dire, OK, après 3 noms, on arrête. Mais non, on continue. Hey, moi, j'étais au bloc en 2000, juste une minute, j'étais au bloc, on demandait ça. Hey, ça fait 22 ans qu'on pose la même question. C'est pour ça que oui, la CAQ apporte quelque chose de nouveau en mettant un peu de côté ce vieux débat-là, souverainiste-fédéraliste, mais que la question est quand même pas réglée à faire qu'est-ce qu'on va faire après des refus, comme on a vu actuellement, parce que les deux autres partis qu'on va mentionner, le PQ et le PLQ, eux ont la réponse. Oui, je sais, mais c'est que la question, c'est que le PQ a sa réponse à qu'est-ce qu'on va faire après. Il n'y a pas de réponse. C'est la souveraineté, mais c'est peut-être pas une bonne réponse. Et le Parti libéral on va peut-être courber les chines, puis c'est pas nécessairement une bonne réponse non plus. La question, c'est, au fond, là, la CAQ se situe un peu entre les deux. Puis ça, je comprends ça. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de François Legault qui tient cette coalition-là entre ses mains. Mais après François Legault, après, au fond, ce nationalisme-là qu'on a remis en place, on en est où au Québec? Est-ce qu'on est en train de préparer la table justement pour un autre contexte politique qui, dans 15 ans, va être complètement ailleurs? Parce que on l'a vu juste en 4 ans, le contexte a changé. Mais dans 15 ans, il va avoir aussi changé.
Puis justement, en votant pour vous, par exemple, puis en considérant peut-être que vous allez vous représenter après, puis etc., où est-ce que vous allez vous situer quand le parti va se remettre en question sur son identité de qu'est-ce qu'il fait face à ces noms-là? Parce que on vote pas seulement pour ce qui vient de se passer dans les 4 dernières années. De toute façon, vous n'y étiez pas. Mais dans les 4 prochaines années, on va avoir les résultats des contestations judiciaires qu'il y a eu, par exemple, sur la loi 21, probablement. Puis on va avoir certainement d'autres conflits avec Ottawa. Puis c'est très flou de savoir quand on vote pour la CAQ, on vote pourquoi par rapport, qu'est-ce qu'on va répondre à ça. Puis il y a beaucoup de gens justement qui ont peur qu'on courbe les chines comme les libéraux ou qu'on aille vers la souveraineté. Puis on dirait que ça reste gris ou ça reste sans réponse au sein de la CAQ. Là, je veux pas faire un gros débat, mais on va s'obstiner un peu, OK, si vous voulez. Dans le sens où, moi, faire de la politique de fiction, là, ça m'intéresse pas. De dire dans 4-5 ans que c'est pas de la fiction, attendez, le fédéral refuse les demandes du Québec. Un instant. Vous me demandez, quand M. Legault sera plus là, il va se passer quoi? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je ne savais même pas que j'allais être candidate là. Fait que est-ce que M. Legault va être là dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans? Ouais. Je ne le sais pas. Là, la question n'est pas là. La question, M. Legault est là, puis il a bien dit qu'il a l'intention de rester. Fait que pour moi, c'est réglé et ça me rassure. Ça, c'est la première affaire. Là, vous me dites, OK, mais si Justin Trudeau dit non, s'il dit oui, peut-être. La ligne, elle est simple. C'est ça qu'on demande et c'est ça qu'on veut. Puis M. Legault dit, donnez-moi des sièges forts, donnez-moi un gouvernement fort, puis imaginez d'avoir un Bernard Drinville, une Pascale Derry, une Suzanne Roy, un Yves Montigny, Geneviève Hébert, André Bachand, Caroline Saint-Hilaire. Donnez ce monde-là qui disent, nous, on défend la nation du Québec, puis qu'on va se lever à chaque fois que Justin Trudeau, parce que c'est lui qui est le premier ministre du Canada, va décider que non, on ne fait pas de transfert en santé, que non, on ne donne pas des pouvoirs en immigration, que non, on ne donne pas plus de pouvoirs en culture au Québec. Mais à un moment donné, si on est plusieurs voix au caucus à dire « ça suffit », on se lève, on demande encore plus. Là, ce que vous me dites, c'est « Caroline, admettons là, que Justin dit non 42 fois. À la 43e fois, on fait-tu un référendum? » C'est pas nécessairement ça que je dis, c'est plutôt qu'autour de la table, en ce moment, quand on vote pour vous, par exemple, à Sherbrooke, on vote peut-être justement pour qu'il y ait des gens qui se lèvent pour le Québec. Mais quand on vote, par exemple, la CAQ à Montréal, dans des circonscriptions qui joue plus avec le Parti libéral, est-ce qu'on vote pour quelqu'un qui se lève pour le Québec ou quelqu'un qui est là pour des intérêts économiques, un peu pour protéger les droits linguistiques anglophones, puis qui nécessairement se lèvera pas vraiment pour l'identité québécoise, parce que c'est ce que le monde a peur. Non, quand tu signes pour la CAQ, tu choisis un parti pragmatique, nationaliste. Si tu as d'autres intérêts en dessous cachés ou un autre agenda caché, là, c'est ton problème. Là. Mais à la base, là, c'est ça, là, je veux dire. Puis vous allez le voir dans la plateforme, puis le bilan, puis Donc, on reste dans le concret sur les prochaines années quand même très... Parce que c'est pas nécessairement un défaut, puis c'est pas nécessairement... je veux pas nécessairement envoyer une critique virulente par rapport à ça, mais c'est juste de comprendre, parce qu'au fond, c'est correct de se dire on est pragmatique, puis on va être dans le concret, disons, pour les 4 ou les 8 prochaines années, ou en tout cas pour le temps qu'on sera là, puis que l'avenir, à un moment donné, elle s'écrira par elle-même, puis on peut pas la déterminer. La question, c'est que... dans la coalition Avenir Québec, il y a le mot coalition en effet, mais il y a aussi le mot avenir. Puis c'est que des fois, on se demande c'est quoi la vision de l'avenir de chacun des candidats. Puis c'est surtout très important parce que même si vous dites que les candidats ne devraient pas être là parce qu'ils ont une vision cachée ou quelque chose, des plans pour la suite, c'est normal peut-être que pour des jeunes politiciens, moi j'imagine par exemple une bonne conversation entre Mme Guilbeault et M. Simon Jolin Barrette au départ de Legault. Puis ce genre de conversation-là, pour des jeunes en politique, c'est des questions qu'on se pose en se disant, quand on vote pour la CAQ, une hégémonie de 100 députés à la CAQ sans opposition, au fond, l'opposition va se faire à l'interne. Donc, quel candidat qu'on veut à l'interne pour faire bouger le parti et vers où? Parce que ça reste, c'est ça. C'est difficile à savoir parce qu'avec 100 députés, on peut voter pour une Caroline Saint-Hilaire ici comme on peut voter pour une Sonia Lebel ailleurs. Puis on se demande un peu qui va avoir le gros bout du bâton à la table. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que c'est pas comme ça dans tous les partis? Est-ce que, mettons, là, hypothèse, là, vous votez... on va prendre un parti neutre qui n'a rien à voir avec Sherbrooke pour ne pas déclarer aucun intérêt de personne. Imaginons une lutte entre le Parti québécois et le Parti libéral. Je veux dire, il y a
le Parti québécois a des discussions, mais c'est pas tout le monde qui marche en rang d'oignon puis qui pense pareil puis qui n'ont pas Ça, on le d'ambition. Hein? Bon, on le sait. Il y en a eu des chicanes de Il y péquistes. en a eu. Parti libéral, n'est pas me faire à croire qu'ils ne sont pas déjà en train de préparer la suite de Dominique Anglade. Ils sont déjà là-dedans. On leur demandera. Mais en même temps, objectivement parlant, l'élection actuellement, elle est entre des choix de, parce que c'est une campagne très chef, là, on va se le dire. Là, ici à Sherbrooke, il y a 2 bébites qui sont intéressantes peut-être, mais dans le national, c'est une campagne de chef. Quand je dis 2 bébites, je m'inclus, là. Hein, Ah non, je c'est pour ça que j'ai comprends. ri. J'adorais l'image. mais c'est une offre pour Sherbrooke de dire, ils ont le choix de Québec solidaire ou entre Caroline Saint-Hilaire, puis les gens de Sherbrooke vont faire un choix. Mais chaque parti a ses problèmes, ses structures internes, tout ça, puis des défis. OK. Mais On vit bien avec ça. On est dans le présent, dans le prochain mandat. non, mais ça ne veut puis- pas dire de ne pas avoir une vision, puis ça va être ça, la plateforme électorale, de dire, OK, la CAQ... Mais on est là pour les prochains 4 ans. On n'est pas nécessairement... c'est pas Non, une on critique, peut mais dans le faire- non, sens on où c'est peut faire normal les de viser deux, les ouais. prochains 4 ans puis s'engager là-dedans. Oui, parce que Puis dans même 4 ans, il va falloir quand même revoir le paysage où est-ce qu'on en est pour pouvoir ben, puis évaluer. il n'y a où personne est-ce qui qu'on avait s'en va. prévu la C'est normal. pandémie, fait que tout a pris le bar, Donc, je mais comprends. ça ne veut pas dire de ne pas avoir une vision. Mhm. Loin de moi l'idée de dire on ne fait pas juste de la politique à court terme, c'est bien de dire, par exemple, oui, en environnement, on a des cibles, on a des ambitions, puis ça ne va pas se faire sur 4 ans, ça va se faire peut-être sur une décennie. La même chose au niveau de l'économie, de dire, OK, parfait, on veut créer plus d'emplois. Ben oui, mais ça ne va pas se faire en 6 mois. Bon, oui, on peut avoir une vision globale, long terme. Donc, on était ailleurs pour l'instant sur la question de la souveraineté ou pas. C'est vraiment... On est pas mal à la même place que les Québécois, je pense. Je suis d'accord. Justement, on parlait d'environnement, puis on parlait justement de ces 2 petites bébites-là de Sherbrooke en ce moment qui se font une bataille qui commence à devenir, qui va devenir de plus en plus féroce. On voulait parler de Christine Labrie, justement, de Québec solidaire, Ouais. sa présence dans la région, puis au fond, les enjeux, justement, qui peut-être... sont Ben, très en fait, intéressants à je entendre. commencerai par une petite question bien, je pense, bien choisie, dans le sens que tout à l'heure, vous me disiez que vous n'êtes pas de naissance de Sherbrooke, que vous avez choisi Sherbrooke, comme plusieurs étudiants et étudiantes ont choisi Sherbrooke puis ont désormais un sentiment d'appartenance. On est tous coupables. D'où votre étudiant, pensez-vous être capable d'aller le chercher pendant la prochaine élection? J'espère aller chercher pas mal de votes, pas juste étudiants, mais oui. En fait, on est en train d'effectivement pondre quelque chose qui pourrait intéresser les étudiants. Moi, je suis pas une dogmatique. Je l'ai déjà dit, je le répète et je l'assume. Je veux pas être la députée juste des étudiants. J'aimerais ça que quelques étudiants, puis je salue l'idée que vous m'invitiez, qu'on puisse échanger, même si on pense pas pareil sur tout ou quoi que ce soit, même si je suis une drôle de bébite. Moi, je veux aller à la rencontre de tout le monde de Sherbrooke. Que ce soit des travailleurs, que ce soit des immigrants, des nouveaux arrivants, que ce soit des femmes, des jeunes, des étudiants, des entrepreneurs, des gens qui ont des réalités complètement différentes. Mes 20 ans de vie politique, là, si vous googlez, recherchez tout ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, j'ai jamais été une représentante de juste un groupe ou juste d'une idée. Puis oui, je vais avoir une offre pour les étudiants, je vais aller à leur rencontre, puis j'espère qu'on va m'ouvrir les oreilles, les portes, les cœurs pour que justement on puisse échanger, parce que je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ce que j'entends de chez certains jeunes, c'est qu'on est un peu tanné d'être pris pour acquis, de dire, OK, tous les jeunes de l'université votent Québec solidaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a un degré d'ouverture pour une offre différente. Mais moi, je vais aller à la rencontre des étudiants et on va essayer de leur proposer une offre différente, mais une offre concrète, pragmatique, pas de la pensée magique. Parce que c'est ça, je pourrais dire, venir à l'université, dire, je vais vous promettre la gratuité pour tout le monde. Parfait, c'est super gagnant, tout le monde est content. Mais demain matin, il faut que je fasse la démonstration. Qui paye pour ça? Comment je le fais Parce que de concrètement? toute façon, ça revient quand même toujours sur les impôts, l'inflation, ces Mais c'est choses-là. ça, Fait mais qu'on tu sais, ce paye que je veux dire, indirectement ce qu'on paye pas directement. Moi, ce que je à vais la fin de la promettre journée. aux étudiants, ça va être des choses qu'on va faire, qui vont être concrètes et qui vont être acceptées par l'ensemble de la population. Je sens qu'il y a une question. Non, mais c'est juste... je vais rebondir sur les propos de François Legault il y a pas quelques mois quand même sur QS, sur Québec solidaire. Pour vous aussi, est-ce que Québec solidaire est une bande de pelleteux de nuages ou
En tout cas, ils sont pas dans le pragmatisme. Ils sont beaucoup dans la pensée magique. Cela étant dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas des idées intéressantes. Lesquelles? Je sais pas, ce sera eux autres à nous expliquer. Non, je commencerai pas ça. Ah non, mais non, je sais pas. Il y a certainement... il y a des questions qui sont intéressantes. Je veux dire, quand Gabriel Nadeau-Dubois parle des enjeux environnementaux, ça touche tout le monde. Quand on me dit qu'il y a une crise climatique puis que ça va mal, je dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est quoi ta solution concrète? Tu fais comment pour la régler? À part de faire peur au monde, là, parce que ça développe l'éco-anxiété. Moi, si je te dis qu'il y a une crise, mais j'ai pas de solution, puis j'ai peur, bien, c'est sûr que moi aussi, j'angoisse dans mon salon. Par contre, si je te dis, je vends de l'hydroélectricité à l'État de New York, ça enlève 500 000 voitures à New York, là, je suis dans l'action. Là, parle-moi d'affaires de même. C'est beau de dire que je suis pour la paix dans le monde. OK, mais je fais quoi concrètement pour la faire? Alors, c'est pas de dire qu'ils sont des pelleteux ou pas de nuages. Moi, je suis une femme d'action, je suis une femme de résultats. Puis j'ai fait du porte-à-porte, je rencontre des organismes. On parle beaucoup de l'enjeu de logement. Super intéressant comme question, pas juste à Sherbrooke, pas juste au Québec. Au Canada, c'est un enjeu partout. Mais un coup qu'on dit, parce qu'il y a une faute, hein, en tout cas. Moi, je vous suis. En tout cas, au moment où on dit que c'est un problème, le logement, qu'il y a une crise du logement, je fais quoi pour la régler? Mais François Legault ne le dit pas. Non, il le dit, non. Peu importe. Si je dis qu'il y a une crise, entendons-nous, OK? Demain matin, je vous pose la question, y a-t-il une crise? Je dis, oui, il y a une crise. Merci, au revoir, je m'en vais chez nous. Mais bravo, leader. Je suis pas nécessairement en désaccord avec vous. Honnêtement, moi, j'avais lu la lettre d'un député inquiet, un premier ministre qui devrait l'être, qui était écrite par Gabriel Nadeau-Dubois par rapport à l'environnement il y a peut-être 2 ans. Je sais. C'était un peu avant la pandémie, d'après moi. Dans ma tête, c'était avant la pandémie. Puis, à un certain point, je suis d'accord que c'était surtout un très bon diagnostic de la situation, selon moi, mais qu'en bon médecin, accompagné d'un diagnostic, il faut aussi apporter une prescription. Puis je trouvais que la prescription était un peu manquante, mais honnêtement, la CAQ, on y a reproché beaucoup de ne pas avoir non plus de prescription et même pas de faire le bon diagnostic. Parce que je comprends que ça peut être alarmiste de nommer le mot « crise » ou bref, peu importe la manière qu'on apporte un sujet, par exemple, comme l'environnement ou le logement. Mais de porter l'attention et de mettre l'attention sur ces sujets-là, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est pas fondamentalement la première étape nécessaire? Puis est-ce que vous pensez vraiment que la CAQ avait vraiment mis s'était vraiment penché sur l'environnement ou le logement en 2018? Ah ben non, mais et puis, est-ce qu'en ce moment, ils l'ont fait davantage? Parce qu'est-ce qu'ils reconnaissent justement la crise climatique? Puis qu'est-ce que c'est que leur prescription maintenant? Qu'est-ce que vous apportez? Monsieur, puis on ne parle pas nécessairement de Québec solidaire. La CAQ, en 2018, a reconnu que la question environnementale, ils l'ont échappé. M. Legault a fait son mea culpa publiquement. Je pense qu'en 2022, on va être ailleurs. On va attendre la plateforme, mais je pense qu'on va être ailleurs. Cela étant dit, moi, je préfère que quelqu'un reconnaisse une crise puis qui s'en va chez eux ou qui fait peur au monde. Moi, je ne fais pas partie de ça. Moi, je préfère voir des ministres, voir un premier ministre, voir un gouvernement dire « OK, il y a un enjeu important. On fait quoi pour régler les solutions? » À Sherbrooke. Parlons juste de Sherbrooke. Je rencontre l'OMH. Je rencontre l'Association des locataires de Sherbrooke. L'Association des locataires de Sherbrooke, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Le problème du logement existe à Sherbrooke depuis 2003. OK, on est en 2022. On va-tu continuer de s'indigner comme ça dans la rue? Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. OK, mais on fait quoi? Est-ce qu'on réunit les promoteurs? Est-ce qu'on réunit le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la ville de Sherbrooke, les étudiants, les associations? Est-ce qu'on peut asseoir tout le monde, faire une table de concertation, dire, OK, parce que les promoteurs, là, c'est pas tous des méchants, là. Hein? C'est eux autres qui ont souvent les titres ou les propriétés pour développer. Puis c'est souvent eux qui font le développement. On fait quoi pour s'asseoir avec eux, pour dire, on trouve des solutions. Il manque des habitations pour les étudiants. On fait quoi? Moi, je suis là-dedans. Je veux asseoir tout le monde, dire, OK, je constate, je vois bien que là, il y a un problème. Parfait. C'est quoi la solution? Mais si je vous dis, hey, ça va pas bien, le logement, c'est épouvantable. C'est la faute au fédéral, parce que je pourrais dire ça. Hein, c'est très facile, ça serait facile de dire ça, c'est la faute au fédéral. Non, mais parce que, en fait, le logement, puis pour les gens qui nous écoutent, ça touche la ville, ça touche le provincial et ça touche le fédéral. Ça, quand on veut que quelque chose soit jamais réglé, il faut que ça touche les 3 milieux. Quand ça touche les 3 paliers, ça se règle pas. Je me demande justement, tu sais, en ce moment, Christine Labrie a fait un travail quand même dans les 4 dernières années par rapport à ça. Elle fait quoi?
Ben, il y a eu beaucoup justement de consultations. Il y a l'UTIL, qui est l'unité de travail pour le logement étudiant, qui a établi qu'il allait développer un projet à Sherbrooke avec des subventions justement du gouvernement qui ont été cherchées, travaillées par Mme Labrie. Il y a Mme Baudin aussi qui vient d'être élue, qui parle beaucoup de ça. Tu sais, je me demande à quel point justement, en fait, quelles idées vous avez qui pourraient accélérer le processus pour développer des choses plus rapidement, parce que, comme vous le dites, ça touche les 3 niveaux, c'est énormément de bureaucratie puis de gens qui se renvoient la balle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? En fait, la solution ne sera pas unique à Sherbrooke. Elle va être québécoise, selon moi. Et puis là, je suis un peu inconfortable dans le sens où je ne peux pas nécessairement dévoiler... Pour tout le Québec. Non, c'est-à-dire directement, que je ne peux pas dévoiler la plateforme non plus, même pas locale, parce que, bon, elle est en approbation, tout ça, mais on va revenir avec une offre sur c'est quoi notre plan de match pour le logement à Sherbrooke, mais national, parce que je le répète, là, c'est pas propre. On a vu tous les maires dire qu'il y a un enjeu. C'est la même chose à Longueuil, c'est la même chose au Saguenay, à Gaspésie, puis à Sherbrooke. Donc, c'est un enjeu. On veut protéger plus de territoires, puis on comprend ça. Puis d'ailleurs, on parlait d'environnement. Le gouvernement de la CAQ, c'est pas juste des gens qui disent on va atteindre la cible, puis personne ne l'atteint. Là, quand on parlait des vœux pieux, là, puis la pensée magique, c'est bien beau de dire on est pour l'environnement, puis on va atteindre des cibles, mais on les atteint jamais. Est-ce que concrètement, on protège plus de territoires? Bien, c'est ça que la CAQ a fait. Elle a augmenté son espace de protection. Mais en même temps, imaginez le défi là, pour une ville comme Sherbrooke. Tu dis, OK, je veux protéger davantage de territoire d'espace sur mon territoire, puis en même temps, il faut que je fasse du développement. Mais c'est pas évident à concilier. À Sherbrooke, honnêtement, moi, j'imagine très facilement une belle revalorisation des anciennes usines désuètes au centre-ville. Notamment. Je pense qu'il y a des beaux terrains qui sont à des endroits très stratégiques qui pourraient être remis en valeur. Puis je pense que ça prend juste justement quelqu'un qui va être là puis asseoir tout le monde à table pour en discuter, mais ça prend aussi des gens qui sont prêts à écouter. T'sais. Absolument. Parce que vous avez été député autant, député au fédéral, mais aussi mairesse au municipal. Donc là, c'est le seul palier que vous n'avez pas encore vu. Mais vous savez un peu c'est quoi de travailler avec ces autres paliers-là, parce que vous étiez celle qui travaillait avec le provincial, justement. Puis quel genre de levier vous aviez pas, justement, à ces moments-là pour adresser ces enjeux-là? Puis qu'est-ce que vous, en tant que, justement, député provincial, vous pourriez apporter, justement, comme aide à, par exemple, Evelyne Bourdin, qui est notre mairesse, ou encore Elisabeth Brière ici, ou comment vous pourriez travailler à la table pour vraiment changer les choses, puis que vous auriez aimé avoir comme, justement, député, vous, à l'époque, que vous étiez, par exemple, mairesse pour gérer mieux le développement. Plus comme mairesse que comme députée à l'époque, honnêtement, parce que je pense que le problème du logement, c'est qu'on regarde ça trop dans notre petit monde à nous. Parce que, quand je dis notre petit monde, c'est notre petite communauté. Là, parce que, bon, il y a des solutions, on vient d'en parler, là, il y en a des petites solutions, c'est quand même pas des petites, parce que d'après moi, ça va coûter une couple de millions. Mais, tu sais, il y a des solutions qui peuvent être bonnes pour, par exemple, Sherbrooke, dire, OK, on revitalise tel secteur, puis tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion sur c'est quoi exactement le logement abordable puis accessible, parce que on va se le dire aussi, là, il y a du logement étudiant qui est plus facile à vendre. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais dans le sens où c'est pour la vertu. Là. Tout le monde veut plus d'étudiants, surtout dans une ville universitaire comme Sherbrooke. On veut les accueillir, on veut qu'il y ait un espace. Le logement abordable fait encore peur aussi au monde. Parce que tout le monde est pour ça, le logement abordable. Mais moi, je le sais, quand j'étais mairesse, là, on a fait du développement de logement abordable. Mais personne ne le voulait sur sa rue. Parce que ça fait peur, souvent. On a l'impression que c'est des problèmes de santé mentale ou toxicomanie. On ne sait pas quelle clientèle. On a de l'éducation à faire aussi auprès de la population. Tu sais, il y a des gens qui veulent leur petit bungalow, leur petite piscine, leur petit terrain. Ils veulent pas voir une tour poussée de logement où ils n'auront pas nécessairement... Puis en même temps, on peut pas juste faire des grands centres très pleins de grosses tours avec autour une sorte d'étalement urbain infini de banlieue. Mais exact. Comme peut-être sur la rive sud de Montréal. C'est pour ça que je dis que la solution peut pas venir juste de Sherbrooke. On peut en faire des petites solutions. Il faut être capable d'avoir une vision d'ensemble de l'aménagement du territoire du Québec. Je pense que oui. Mais est-ce que les volontés d'une population qui a vécu dans le stupre en fait, énergétique peut être en adéquation avec le défi climatique qui nous attend? Là, ici, on est en état d'abondance énergétique. On a du pétrole
tout le tour du ventre. On a nos maisons qui sont chauffées, bien plus que chauffées, parce que de toute façon, il y a une déperdition d'énergie dans les logements. Moi, je vois aux résidences de l'université, en hiver, j'ouvre ma fenêtre parce que je chauffe trop. Enfin, pas parce que je chauffe trop, mais parce qu'il chauffe trop et que je n'ai aucun moyen de contrôler. Donc du coup, je pense que la population, une certaine partie de la population a des volontés, mais il y a aussi la population dont vous parlez qui veulent des bungalows, des piscines, patati, patata, et qui ne veulent pas vivre dans des blocs appartements, dans des tours gigantesques, ce qui, certes, n'est pas très feng shui, mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Et je vais aussi parler un peu du bilan de la CAQ au niveau de l'écologie. On a 3 projets du 3e lien qui sont sortis back à back dans les dernières années. Vous êtes le lendemain de dans les jours de votre annonce de candidature, vous êtes allé parler aux personnes qui sont responsables d'aéroport de Sherbrooke. On a eu une grosse bataille entre le maire Marchand de Québec et la CAQ pour avoir le tramway de Québec. Mm-hmm. Est-ce que la CAQ est vraiment capable de gérer le problème écologique? Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est la CAQ qui va régler le problème écologique du monde entier? Non. La CAQ, non, mais bon, il y a quand même... Ben oui, mais tantôt, tout le monde doit faire sa part. Faut pas toujours regarder dans la cour du voisin non plus. Non. On l'a dit, quand il y a plusieurs paliers, c'est facile de non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, je sais que le gouvernement du Québec doit faire sa part. Mais moi, je suis désolée, puis tantôt, j'en parlais de l'exemple, là. Mais quand on vend de l'hydroélectricité, vous parlez du pétrole, mais la richesse du Québec, là, c'est l'électricité. Il n'y a pas une énergie plus propre que ça. Est-ce qu'on peut en vendre à l'étranger? Quand le Québec fait ça, fait sa part, pas juste au Québec, quand le Québec développe sa batterie électrique pour des voitures, me semble qu'on fait notre part. Vous parlez du 3e lien. Ici, ça va bien, la circulation. Moi non plus, j'étais pas la fille la plus emballée sur le 3e lien, mais il s'agit d'y aller à un moment donné, se promener à Lévis, puis de voir la circulation. On peut pas penser que... Il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est mieux de laisser 3000 voitures alignées les unes derrière les autres, être en congestion parce qu'il manque un lien? Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il y a un enjeu de sécurité sur un pont qui est fermé parce qu'il y a de la rénovation? Quand il y a une ambulance qui doit passer, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu de sécurité. C'est parce qu'on ne peut pas regarder juste ça sous la lunette écologique. Mais pourquoi ne pas démocratiser le transport collectif? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a à la fois le problème de la croissance économique, donc du coup, il faut qu'on construise des routes, qu'on construise des voitures, parce qu'il faut faire fonctionner l'économie, parce que patati patata. Mais tous les experts sur le 3e lien disent que de toute façon, en 3-4 ans, la congestion reviendra même avec le 3e lien. Pour trouver des solutions pour les ambulances qui doivent passer, parce que c'est quand même nécessaire de soigner les personnes qui souffrent, on peut trouver des solutions mais ce qu'il y a, c'est qu'il va nous falloir une volonté de sobriété énergétique. Il y a un moment, on ne peut pas vivre dans le monde dans lequel on vivait en fait avant et se dire « Ah, mais le mur se rapproche de plus en plus. » Le GIEC nous dit qu'on a 3 ans, enfin qu'on avait 3 ans en avril dernier, donc du coup on a 3 ans moins 4 mois, pour renverser notre courbe d'émissions de gaz à effet de serre, pour pouvoir ne serait-ce que respecter les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est 1,5 degré, et c'est pas vraiment fancy comme vision de la vie future. Moi, juste avant, parce que pour moi, c'est pas juste un enjeu environnemental, on parle aussi de l'enjeu économique, puis pour moi, de toujours étaler davantage, par exemple, s'assurant que le transport puisse être bien jusqu'à Lévis, c'est un peu de repousser le problème toujours plus loin jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit tellement monstrueusement grand et étalé que ce soit impossible de vraiment revenir en arrière pour le redéplacer. C'est d'exponentialiser les coûts aussi à long terme. Exact, parce qu'il faut refaire ces routes-là à travers le temps, etc., puis c'est de l'infrastructure à entretenir. Et puis, à Sherbrooke, justement, il y a
il y a un enjeu où est-ce que, par exemple, notre nouvelle mairesse a apporté l'idée d'une ville à échelle humaine. L'idée, c'est qu'on, justement, ne dépend pas nécessairement de la voiture autant qu'on peut peut-être en dépendre à Montréal ou davantage, justement, sur la rive sud de Montréal. Et puis, moi, honnêtement, j'ai étudié au Cégep Édouard-Montpetit, justement, à Longueuil, et une des raisons pour laquelle j'ai quitté la Rive-Sud de Montréal, c'est en raison, justement, de cet aménagement-là du territoire. Puis c'est pas une attaque contre vous dans le sens où je sais que c'est pas juste vous qui a eu un impact sur comment que ça s'est développé, mais ce qui me fait peur, moi, personnellement, honnêtement, c'est de me dire, est-ce qu'on va vraiment juste avoir cette idée-là à Sherbrooke qu'on a en ce moment, on voit à Québec ou à Montréal, de toujours juste s'assurer que le transport en voiture est toujours fonctionnel, alors qu'il faut peut-être justement revoir nos manières de penser, puis à la place de, par exemple, avoir des emplois qui sont à Québec avec des travailleurs qui viennent de Lévis, pourquoi on n'a pas une vision qui est beaucoup plus cohérente, ou est-ce que les gens de Lévis n'auraient pas besoin toujours de se transporter là, ou est-ce qu'on ne pourrait pas développer seulement des meilleurs transports en commun pour que les gens de Lévis puissent s'y déplacer rapidement? Pour vous donner une idée, moi, je viens de Sainte-Catherine. C'est sur la rive sud de Montréal, c'est un peu en bas de Longueuil. Les gens, des fois, connaissent moins parce que... Oui, je suis allée au Collège Charlemagne à Sainte-Catherine. Voilà, donc on le connaît très bien. Yes, sir. Fait que... Represent. Excellent. L'escale juste à côté, c'est malade. Bref, si vous avez fait votre secondaire, là, bref. Puis pour vous donner une idée, pour aller au Cégep Édouard-Montpetit, moi, pendant mes années au collégial, ça me prenait en moyenne 3 heures de transport en commun. Absolument. Puis vous savez, c'est où, là, Sainte-Catherine? C'est inadmissible. Puis ça, c'est en raison d'un développement du territoire qui s'est fait de manière très sauvage. Puis quand moi, j'entends des projets de faire plus de ponts, de rénover les autoroutes, puis de développer en se disant la voiture doit être capable de se déplacer, ce que je vois, c'est juste ce qu'on a fait déjà sur la rive-sud de Montréal. Puis donc, je vous tiens pas responsable uniquement. Là. Mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Je sais que c'est pas juste vous qui avez fait ça, c'est depuis beaucoup plus longtemps. Oui, c'est un phénomène à long terme. C'est ça. Puis Sherbrooke, justement, ça a été développé un peu plus, de la manière que je le vois, comme une ville européenne, où est-ce que c'était un peu isolé du reste. Puis oui, en ce moment, ça s'étale autour, ça grandit, mais est-ce qu'on est condamné à redevenir une ville comme Montréal ou Québec est en train de le faire avec Lévis ou Montréal l'a justement fait avec Laval et Longueuil, ou est-ce qu'on peut pas justement voir ça autrement comme on le voit en Europe? En Europe, l'offre de transport en commun est vue d'une manière complètement différente qu'aux États-Unis ou en Amérique en général parce que c'est pas avec la voiture qu'on a construit ces villes-là. Donc moi, quand j'entends des projets comme un pont, parce que les voitures, il y en a 3000 en ce moment sur la route et qui doivent se rendre là, ce que j'entends, c'est que sur 3000 voitures, il y a peut-être 5000 personnes qui se déplacent. Parce que 3000 voitures, en considérant qu'il y a un peu... Ben, on va mettre 5 places dans la voiture. On en a quoi? 2-3 000, on va dire. Ça veut dire, on va dire qu'il y a 20 000 personnes qui veulent se déplacer. Là. On va y aller ultra large. Qui peuvent se déplacer. Par exemple, qui ont besoin de se déplacer. Mais 20 000 personnes, il n'y aurait pas moyen de le faire en transport en commun de manière plus efficace. Parce qu'en Europe, ils le font très bien avec des groupes beaucoup plus grands. Puis même chose en Asie. Ouais, mais vous savez une chose, moi, c'est pas parce qu'on tire sur une fleur qu'elle pousse plus vite nécessairement. Puis la raison pour laquelle j'accepte de revenir en politique, c'est justement pour avoir ce genre de débat-là, dans le sens où je trouve qu'après la pandémie, il faut y avoir ces réflexions-là. Et je pense qu'il y a de l'ouverture. Notamment avec le télétravail, justement. Tant du côté politique que de la population. Vous avez raison de dire qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait dans le passé, puis dire tout va bien aller. Mais en même temps, je pense que ce serait une erreur de notre part de regarder l'enjeu de la mobilité à Québec avec notre regard sherbrookois. Parce que c'est vrai qu'on est chanceux ici, mais en même temps, quand je suis au centre-ville puis je veux m'en aller au carrefour de l'Estrie, ça va me prendre, en autobus, ça va me prendre un petit bout de temps. C'est Combien pas de si temps? ça... Parce que je le fais, j'ai pas de voiture, ça me prend 10 minutes. Même pas. Ça dépend de quel coin de Sherbrooke, là, je veux dire. Centre-ville, c'est 5-10 minutes. Oui, mais c'est... Puis justement, Sherbrooke, c'est une ville où est-ce que c'est quand même je parle pas du centre-ville, là, c'est à Well. Là. Je parle, admettons, là, t'es un petit peu plus éloigné, Saint-François, quoi que ce soit. C'est plus compliqué. C'est faisable, puis ça s'améliore. Mais là aussi, ça va prendre des investissements en transport en commun. Mais est-ce que c'est plutôt ça qu'on vise ou c'est quelque chose comme des banlieues? Parce que quand on construit des problème, banlieues de plus en plus... Vous mettez ça en opposition. Mais je ne mets pas ça en opposition, oui, c'est juste qu'il faut la réfléchir d'une manière où est-ce que ça devient possible et aussi que ça devient justement responsable de faire une ligne de bus
fonctionnel Mais qui je suis passe désolée, le souvent. troisième lien, c'est du transport en commun. Il y a une voie pour les On peut en voitures, mettre. puis il y a du transport... Non, Moi, je m'y oppose pas nécessairement le Il y a troisième du lien parce que je transport. comprends qu'une route, on peut y mettre des voitures comme on peut mettre des bus. moi, la Donc, raison pour laquelle j'ai adhéré, c'est parce qu'il y a une augmentation Ouais, de c'est l'offre ça. de transport en commun et c'est important. Je veux dire, on peut pas penser que Mhm. les gens de Lévis, là, c'est une ville importante, là, je veux dire, c'est pas non, ça, je Saint-Meunier. comprends, mais c'est pour Il ça. faut que les gens se déplacent, il faut qu'ils aillent au centre-ville de Québec et à l'inverse, les gens du centre-ville de Québec se déplacent. Puis ça, je comprends. Si vous regardez les infrastructures de Québec, il y a quand même un pont qui est vieillissant, dont un pont qui est mal entretenu par le fédéral. Il y a Ça, un je suis enjeu de vraiment sécurité. On ne peut pas être insensible. Mais Ça ne veut pas je suis dire... pas en opposition avec le Non, 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 troisième non, lien parce que- nécessairement. non. C'est plutôt que l'idée de complètement penser ces projets-là avec une vision de l'automobile comme Ben, principal c'est parce qu'en fait, moyen c'est de ce que je transport. vous dis. C'est ça que j'ai de la difficulté. Puis je me demande si pour vous, c'est l'essentiel, Non, puis si ça devrait ben le non. rester. C'est pas une attaque, c'est Ben vraiment non, plutôt pour ben non, avoir mais une idée. je suis bien à l'aise. Bien à l'aise, c'est juste que je veux le défendre dans le sens où si j'avais eu un problème de dire hey, ça nuit vraiment, ou c'est vraiment futile, ou c'est purement électoraliste, j'adhèrerais pas. Il y a une amélioration. Premièrement, ça coûte moins cher que prévu. Deuxièmement, il y a une offre de transport en commun. Oui, il faut regarder les choses différemment. Il faut faire les choses différemment. Ça, je pense que tout le monde le convient partout dans la population, puis au Québec aussi. Mais tu sais, est-ce qu'on tombe dans l'idée, parce que c'est un peu ça votre amorce, de dire, OK, on veut réduire notre consommation. Il faut l'avoir, cette discussion-là, mais honnêtement, puis tant mieux si c'est les jeunes comme vous autres qui bousculent tout ça. Moi, je suis partante, je veux l'entendre. Puis tant mieux si on peut faire évoluer les choses. Mais il ne faudrait pas penser... Moi, je ne suis pas dans la pensée magique, je suis dans la reality, je suis dans la vraie vie. Concrètement, parfait, on fait quoi pour le régler, le problème? Mais ça, je suis d'accord, puis c'est pour ça que je veux pas nécessairement attaquer le troisième lien, parce que moi, pour de vrai, de toute façon, une infrastructure comme un pont ou un tunnel, à voir ça sera quoi finalement, entre une voie en ce moment qui est aux automobiles ou une voie dans 20 ans qu'on aura mis aux autobus, pour moi, il y a comme quelques décisions de près, là, ça peut changer rapidement sur une génération. Donc, pour moi, l'infrastructure, je peux comprendre qu'elle peut être nécessaire. Après, pour moi, la voiture, ça ne devrait pas être mis de l'avant, mais ça peut changer un coup que l'infrastructure est là de toute façon. Moi, mon point, c'est que la question du transport ou de l'habitation, justement, ou juste de l'aménagement du territoire en tant que tel, c'est pas nécessairement seulement, pour moi, une question environnementale, c'est aussi une question économique. Parce que je vous disais que je suis parti, par exemple, de la Rive-Sud de Montréal parce que, justement, le transport, c'était complètement désagréable, mais c'était aussi parce que, pour moi, le pouvoir d'achat d'un jeune dans la région de Montréal ou dans la Rive-Sud de Montréal est très handicapé par le fait qu'on ne peut pas se déplacer autrement qu'en voiture. Donc, ça nécessite d'une voiture. Quand on est jeune, surtout un homme, c'est des assurances qui sont exorbitantes. Et l'essence qui vient avec le coût de l'essence qui monte et qui fluctue et dont on est dépendant. Et c'est aussi d'encourager une industrie pétrolière albertaine. Il fait que monter, hein, il fluctue pas. Il fait que monter, mais c'est d'encourager une industrie pétrolière qui, pas nécessairement juste d'un côté environnemental est une mauvaise chose, mais aussi juste une question de l'économie québécoise est une mauvaise chose parce qu'on sait bien que le dollar canadien est d'une certaine façon annexé aux exportations de pétrole albertain. Donc, à chaque fois qu'on encourage cette industrie-là, à même nos impôts, à même notre utilisation de la voiture ou de ce genre d'aménagement du territoire qui l'oblige, on encourage quelque chose qui nous réduit un peu notre pouvoir d'achat parce que ça réduit notre capacité à exporter nos propres produits. On l'a vu quand il y a eu les renégociations d'ALENA sur les questions du bois, de l'aluminium ou même de l'hydroélectricité québécoise. Ben, on s'est fait un peu flouer parce que ce qui a été mis de l'avant, c'est le pétrole albertain. Puis, moi, c'est plutôt ça, au-delà de le troisième lien, c'est que quand on détermine une sorte de scène dans laquelle on va vivre, ben après ça, on est condamné à être dépendant de ce qui a été construit. Puis en ce moment, à Sherbrooke, on n'est pas encore dépendant de l'automobile autant qu'on peut l'être ailleurs. Puis c'est pour ça que c'est pas comparable justement à une ville comme Lévis ou à Montréal ou même Longueuil. Mais c'est pour ça que, honnêtement, il y a une certaine crainte de est-ce qu'on s'en vient faire la même chose avec une caquiste à Sherbrooke? Est-ce qu'on vient apporter une confrontation entre la densification et les maisons de banlieue? Puis je vous dis pas ça pour vous attaquer, c'est une question. Est-ce qu'on apporte ce qu'on a fait dans les autres grandes villes à Sherbrooke ou Sherbrooke devrait continuer à seulement... Jusqu'où on va développer Sherbrooke? Est-ce qu'on utilise le même modèle ou on le revoit? Ben, premièrement, je ne me présente pas à la mairie de Sherbrooke. Hein. Je me présente au niveau provincial. L'aménagement du territoire, c'est pas mal une compétence au niveau du développement de la municipalité.
gouvernement du Québec Ouais, peut mais accompagner. Les Non. municipalités sont les créatures des provinces. Ah, ben Donc, plus moi, j'ai maintenant. de la difficulté. Un instant, là, les gouvernements maintenant, les municipalités sont des gouvernements de proximité. On est à un simple projet de loi près ou une Peut-être, décision mais quand gouvernementale même, que cette, la ville, non, mais la ville peut quand même décider comment elle oriente ses affaires. Moi, je suis pas en Madame Baudin. je suis pas en politique de confrontation par rapport à une Mhm. municipalité ou quand il y a une municipalité qui dit voici comment je veux développer mon territoire, parfait, on s'assoit ensemble, c'est comme ça qu'on fait les choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Je suis pas en confrontation. Et cela étant dit, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit là. J'ai pas l'intention d'amener un développement sauvage. J'ai jamais fait ça, même à Longueuil, où on a effectivement densifié, mais on a densifié autour du métro de Longueuil, où justement, c'était beaucoup plus facile parce que c'est autour de la station, c'est naturel de traverser à Montréal. Puis c'est un défi, effectivement. Puis Sherbrooke n'a pas ça. Il y a une offre de transport intéressante, puis en fait, c'est même intéressant sur le plan financier pour les étudiants. Donc, il y a toute cette orientation-là qu'il faut continuer, il faut la bonifier. Puis moi, je m'en viens avec cet esprit-là aussi. Cela étant dit, il peut y avoir des enjeux, comme on a parlé à Lévis, à Québec, qui sont complètement différents de Sherbrooke, mais c'est pas en confrontation, c'est pas en opposition. Ça n'enlève rien à Sherbrooke qu'on développe un lien pour Lévis-Québec. Mais je pense qu'il faut trouver des façons, justement, de dire, OK, parfait, comment on fait pour améliorer. Tantôt, on parlait du transport en commun. Oui, il y a quelques circuits, ça va super bien, mais c'est pas parfait partout. Là, je veux dire, il s'agit juste d'aller un peu dans le nord. C'est pas si évident que ça. C'est compliqué. Mais c'est parce que justement, dans le nord ou dans l'ouest, en ce moment de la ville, de la manière que ça a été développé, c'est par banlieue. Ben, je dis banlieue, mais de la manière que je vois ça, c'est des bungalows alignés les uns aux autres, de l'étalement urbain avec tout le monde à sa cour, tout le monde à sa piscine. Puis je peux comprendre que des gens veuillent ça. Puis je suis pas en opposition à ça, mais c'est seulement que de penser seulement à ça, ça fait qu'après ça, de faire passer un chemin de bus par là-bas, ben on dessert qui? On dessert peut-être 50 personnes à la place de peut-être 2000. OK, mais on fait quoi? On ferme les quartiers? Non, mais on pourrait gérer mieux les grandes artères pour s'assurer qu'il y a une densification sur les grandes artères pour que les offres de services de transport en commun soient plus efficaces. Parce que quand, justement, on met des quartiers avec beaucoup de densification à un endroit, mais qu'il est loin des autres parce qu'entre les deux, on laisse de... Puis je dis pas que c'est ce que vous faites, mais est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut faire les deux, de dire oui, on densifie, oui, on améliore l'offre de transport, mais en même temps, on n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont choisi de s'installer, puis on leur a donné des permis de construction, puis on est content d'aller chercher leur taxe. Est-ce que vous voulez encourager que ça continue de cette manière que ça s'est fait dans le passé? C'est pas une attaque. Moi, je fais partie de celle qui a adopté le PMAD au niveau de la ville de Longueuil et toute la communauté métropole du Québec, où on était justement dans les TOD, où on voulait densifier, toujours autour des transports en commun. Fait moi, j'étais là-dedans. Maintenant, il y a aussi une réalité, puis tantôt, je disais, là, on revient au lendemain d'une pandémie où maintenant, le télétravail je allais dire accepter, pas juste accepter, est encouragé, est une nouvelle réalité, démocratisée, exact, merci. Il y a aussi ça, là, je veux dire, moi, je suis, honnêtement, là, j'entends ce que vous me dites, puis je suis très sensible à tout ça. Maintenant, concrètement, là, quand on se retrouve dans le tableau, dans le babillard, puis on regarde, OK, c'est quoi, comment on le fait? Moi, je suis là-dedans. Je veux entendre les préoccupations, puis je fais ça depuis 5 juin. Puis on fait quoi concrètement pour le trouver? Est-ce qu'on autorise le développement de nouveaux promoteurs immobiliers autour de Sherbrooke avec ce même modèle-là qu'il y avait, par exemple, ce qui s'est fait dans les dernières années à Roqueforêt? Vous savez ce qui arrive. Hein? Est-ce qu'on l'autorise ou non, par exemple? C'est le genre de développement-là qui s'est fait, par exemple, dans le quartier de Roqueforêt ou dans le Nord, où est-ce que vous dites que c'est moins, moins bien fait? C'est les villes qui décident ça, en tout respect. C'est la ville qui donne les permis. OK, fait que là, vous me dites que moi, je vais arriver à la ville de Sherbrooke ou à une autre ville dire « Moi, je suis le gouvernement du Québec, puis je vous empêche de faire du développement? » C'est pas de même ça marche. Est-ce que vous allez encourager, par exemple, le mouvement que, par exemple, Evelyne Baudin ou d'autres maires ou mairesses du Québec en ce moment ont mis de l'avant de continuer justement vers une densification? Est-ce que vous allez encourager à ce que le développement continue à se faire par des promoteurs qui ne prennent pas nécessairement en compte ces choses-là? Mais non, même dans votre question, vous êtes biaisé parce que vous dites les promoteurs sont ci, sont ça. Fait que c'est comme si c'était négatif. Je le dis pas parce que si je voulais, je pourrais dire aussi que, par exemple, nous, on avait reçu M. Lucier récemment, qui est l'ancien maire de la ville de Sherbrooke, qui critiquait, par exemple, l'administration Baudin sur le fait que, justement, des sites comme le centre d'innovation, ou en tout cas, je mélange avec l'Institut quantique. Bref, le centre d'innovation. Le centre d'innovation, le nouveau centre d'innovation.
qui a été comme inauguré récemment, justement, avec le gouvernement Legault, notamment. Et puis, justement, beaucoup de promoteurs avec lesquels l'administration de la ville travaillait, justement, sur une densification du logement. Que, justement, Mme Bourdin travaillait pas bien avec eux ou les mettait beaucoup de côté, était beaucoup en opposition avec eux. Et puis, moi, la manière que je vois ça, c'est surtout parce que, Sherbrooke Citoyen, c'est un peu comme... l'équipe école de Québec solidaire. Christine Labrie était candidate pour Sherbrooke Citoyen en 2017 avant de se présenter en 2018 et de gagner. Donc, pour moi, le lien entre Québec solidaire et Sherbrooke Citoyen, donc Christine Labrie et Evelyne Bourdin, est quand même très proche. Et puis, donc, je m'imagine qu'ils ont une vision quand même comparable du développement de la ville, qui est justement peut-être en opposition avec l'innovation, en opposition beaucoup trop forte avec les promoteurs. C'est pas nécessairement pragmatique ou concret. Mais je me demande, vous, qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à ça? Elle est où la ligne entre être beaucoup trop favorable aux promoteurs ou à l'économie, puis mettre de côté ces enjeux-là, et de vraiment être en opposition, puis d'être trop drastique, comme par exemple M. Lucier, leur critique peut-être... Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un équilibre entre les deux? De dire, j'ai trop de respect pour un élu municipal pour commencer à dire à un maire ou une mairesse, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Okay. Premièrement, elle est élue démocratiquement. Deuxièmement, elle a présenté son programme, ses orientations, puis la population l'a choisi. Donc ça, c'est la première affaire. Cela étant dit, il y a des préoccupations. Quand vous parlez toujours que c'est des créatures, là, il y a bien des maires qui viendraient ici. C'est le terme juridique, je suis désolé. Oui, mais dans la réalité, c'est que les maires ils peuvent développer leur territoire. Ils travaillent avec le gouvernement du Québec et en principe, c'est censé être des partenaires. Quand on nous parle qu'il y a un enjeu de logement, moi, je veux bien qu'on me parle qu'il y a un problème de logement, mais il faut en construire. On parle de revitaliser, parfait. Il y a des affaires qui sont plus faciles peut-être à revitaliser, puis peut-être pas tant que ça, parce que des fois, il y a du patrimoine, des fois, il y a le zonage. Bon, ça prend de la volonté municipale, provinciale et citoyenne et des promoteurs. Fait que, tu sais, de dire que c'est un ou c'est l'autre, moi, je suis pas du tout là-dedans. Okay. Je veux pas du développement sauvage à n'importe quel prix. Je veux du développement, pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre. On veut attirer plus de main-d'œuvre. Nos entreprises ont des pénuries de main-d'œuvre. Les étudiants ont un problème de logement. Bien, il faut construire. Fait que si on construit, il faut des secteurs. On ne s'en va pas construire dans des zones inondables ou dans des endroits où il y a de l'agriculture, où il y a des aires protégées. Parce que c'est ça qui s'est fait un peu aussi dans les dernières années, pas nécessairement. Ça, je ne suis pas d'accord. Okay. Ça, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est important. Développement sauvage, ces choses-là, c'est pas nécessaire. C'est pour simplifier un peu, justement. Oui, mais moi, je suis pas là-dedans du tout, mais je veux répondre aux réalités qui sont une zone d'innovation où on va assurer des entreprises. Ben oui, ça va en prendre un aéroport pour répondre à ça, parce qu'il y a un enjeu de développement économique. Ça ne veut pas dire que ça va être des gros vols. Un aéroport plutôt qu'un train ou un service de transport. Pourquoi ça sera en opposition? Pourquoi vous mettez un train, un avion aussi? C'est parce qu'en même temps, quand il y a une question de financement, c'est ça. Non, mais c'est parce que le train, c'est pas... Et d'environnement. Je suis désolé, mais économie et finances, environnementale. Oui, je comprends, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être créatif, de dire, OK, c'est soit le train, soit l'avion? Sherbrooke, c'est une grande ville, il me semble qu'elle mérite d'avoir un aéroport digne de ce nom. En tout cas, parler avec les gens de l'Université de Sherbrooke, il semble dire, c'est intéressant. Mais on va voir. Ma réflexion n'est pas terminée dans le sens où je sens qu'il y a une volonté, qu'il y a un besoin. Est-ce que la ville est... Parce que la ville est propriétaire aussi de l'aéroport, fait que c'est un peu elle qui va décider. Même si vous pensez que c'est pauvre créature du gouvernement du Québec, c'est la ville qui est propriétaire de l'aéroport qui doit décider comment veut développer son aéroport. Moi, je vais être une partenaire de la ville pour dire, OK, vous en voulez pas, parfait. Mais vous n'allez pas imposer un aéroport, par exemple, à Mme Bourdin si elle est en désaccord. Je ne suis pas autorisée à faire ça, puis deux, c'est pas dans ma mentalité de faire ça. Non, mais justement, vous avez été mairesse, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir, par exemple, je ferai jamais ça. Je ferai jamais ça. Si la mairesse dit oui, c'est une bonne idée pour telle et telle raison, ou non, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a un enjeu environnemental, on va débattre, on va discuter, on verra la conclusion. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que... Je ne serai pas en opposition, pas du tout, mais surtout pas de dire, OK, c'est un ou c'est l'autre. C'est pas du tout la même réalité, pas du tout les mêmes besoins. Il y a des intérêts, il y a des choses intéressantes dans les deux moyens de transport, que ce soit l'avion, que ce soit le train. La finalité n'est pas la même. Ça, c'est une chose. Puis un coup que je vous ai dit ça, ça ne règle pas le problème du transport collectif non plus. Fait que je ne peux pas dire, OK, je suis pour l'avion, mais il n'y aura pas de transport en commun, ça n'a rien à voir. À quel point...
à quel moment, en fait, Sherbrooke aura le droit à son tramway? C'est ça, dans le fond, C'est la ça, vraie la question. Son troisième lien, moi. C'est let's go. ça. Fait que- bonne question. Quand les tramways arriveront à monter les côtes. Ouais, les côtes de Sherbrooke. Ah, les fameuses côtes. Non, c'est pas bon, ça, pour mes cuisses. Il y en a longtemps. Mais cela étant dit, je réitère, là, Il y a moyen de trouver pas un entre-deux comme si c'était quelque chose de péjoratif, mais d'y aller de manière pragmatique, concrète, sans nécessairement Moi, être dans les extrêmes entre les deux. je pars du principe que à la base, il y a de la bonne volonté chez tout le monde et que, puis peut-être que je me trompe ou je suis naïve, mais à la base, tout le monde veut le bien commun et tout le monde est sensible à la question environnementale où on ne peut plus faire les choses comme avant. C'est En pas même temps, nécessairement de d'y aller dire drastiquement que- ailleurs, mais c'est au moins de... En même Parce temps, qu'une chose que je reconnais quand même au gouvernement Legault puis à la CAQ en général, c'est sa manière, comme vous aviez dit tout à l'heure, d'être capable de faire un mea culpa. Parce que comme vous avez été capable de dire rapidement, puis ça, j'ai apprécié ça par rapport à l'environnement, c'est que vous avez reconnu qu'en 2018, il l'avait échappé. Ben, Et puis qu'il l'avait reconnu qu'il l'avait je échappé. pense que M. Legault avait quand même initialement des idées par rapport à l'environnement. Il y avait un certain budget qui avait été adressé à ça, mais la pandémie est venue un peu contrecarrer les plans, justement. moi, il n'y avait pas grand-chose Ça avait dans été leur développé plateforme. après la manifestation. Il y avait pas grand-chose. Monstre, là, Ouais, de mais même par après, 2018, c'est ça, il y a eu une espèce de premier mea Ça s'est fait culpa. par la Après suite, ça, il y a eu un un peu, mais- deuxième mea culpa, mais est-ce qu'on va se rendre au troisième? Mais moi, c'est pas une question de se rendre au troisième, autant que c'est une question d'être capable de reconnaître justement où est-ce qu'on se Ben, trompe. puis ça, Comme c'est la par force de exemple, François Legault. Lorsqu'il y a eu le projet de Mhm. loi sur, je me souviens plus du truc, mais c'était sur la reconnaissance des diplômes là, que Simon Jolin Barrette a mis de l'avant. Là, pendant le mandat. Je me souviens vraiment plus du projet de loi, par exemple, où est-ce qu'on refusait certains diplômés de pouvoir justement appliquer pour immigrer ici après. Le PEC. Le PEC, oui, c'est Ouais. ça. Ça avait été fait quand même vite, puis on avait été capable de revenir en arrière, faire un meilleur coup de pas et de faire mieux. Moi, c'est un peu ça l'espoir qui me reste un peu avec la CAQ, c'est qu'au moins, on est capable de Seul reconnaître ça. espoir, c'est défaitiste. Non, c'est pas mon seul espoir, mais dans le sens où ce qui arrive, c'est qu'on a rarement vu ça en politique, où est-ce que des gens peuvent des fois se tromper, mais des fois, ils n'assument pas, puis ils ne sont pas prêts à juste en reprendre sur eux, puis revenir mieux. Puis ça, pour connaître François Legault, honnêtement, c'est même pas de la façade. Il est comme ça. C'est humble. Il prétend pas avoir la vérité, puis il prétend pas avoir toute la vérité, puis que lui seul détient la vérité. Il est en mode écoute autant au niveau de ses candidats. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, puis je suis certaine qu'il a fait la même chose avec les autres. Puis je l'ai vu aller, il est venu à Sherbrooke 2 fois, je l'ai vu parler aux gens. Il est ouvert, mais il est aussi pragmatique, puis il sait gérer, puis il sait compter. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça répond à toutes vos attentes? Je suis certaine que non. Mais en même temps, je pense qu'il y a une réaliste. volonté, puis moi, je pense qu'on est là-dedans. En tout cas, moi, ça me parle plus que de dire, ben je veux promettre plein d'affaires qui n'arriveront jamais, puis que c'est constamment en confrontation. C'est d'être honnête, au fond, avec D'être les honnête, mais citoyens puis sur ce qui de est- tu sais, plus de 85% des engagements de la CAQ ont été réalisés, ce qui est très, très rare. Fait que, tu sais, j'aime mieux qu'on en promette moins puis qu'on les en livre la prenne soin. marchandise. Oui, oui. Non, mais j'aime mieux qu'on en promette moins puis qu'on livre la marchandise que de dire, ben oui, je vais promettre tout plein de choses, puis dans 4 ans, je vais revenir ici puis vous allez dire, t'as rien livré, ma grande. Ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, puis je pense que ça fait partie de l'ADN de la CAQ de dire, ben oui, puis en même temps, tu regardes tout ce qu'ils ont fait, ben ils en ont fait plus qu'ils avaient promis, et tout ça dans un contexte pandémique. Fait que je pense pas que ce soit gênant actuellement de s'afficher avec la bannière de la CAQ. En tout cas, moi, je suis pas gênée. Tout simplement là, parce qu'on approche de Le la temps fin. file, hein? Oui, je vous ramènerai avec une dernière question pour clore cette entrevue, qui serait tout simplement, quel sera votre rôle dans la prochaine législature? Qu'apporteriez-vous à celle-ci et à la CAQ? Ben, mon rôle, ça résume serait un d'être peu député de Sherbrooke. Mais je parle, Ce serait un beau défi, déjà. Parce qu'est-ce que que vous allez apporter faut que je justement règle à le la CAQ? transport, faut que je règle le train, l'avion, faut que je règle l'empreinte tramway. écologique, le tramway, il faut que je Mettons vos livre. priorités, ce sur quoi vous avez hâte de travailler. Ça, par exemple, que si M. Legault vous appelle demain matin puis vous donne un dossier, vous allez... Ben, il va me c'est donner le dossier dossier de que vous aimeriez. Sherbrooke. Oui? Mais
Par exemple, tu sais, est-ce qu'il y a un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez ça, vous investir profondément dans ce dossier-là? Ce qui vous a fait peut-être revenir en politique. Est-ce que c'était vraiment juste l'ensemble ou il y avait des trucs en particulier peut-être? Il n'y a rien de... C'est pas quelque chose de précis comme la volonté de servir, d'être utile. C'est pas tant de dire je veux défendre tel dossier. Il y a 2 fronts sur lesquels j'ai envie de me battre. C'est Sherbrooke, les programmes, les investissements, puis le développement, puis le rayonnement de Sherbrooke. Ça, je vais travailler avec les acteurs ici locaux, que ce soit les gens d'affaires, que ce soit la communauté étudiante, que la communauté universitaire, que ce soit les acteurs communautaires. Ça, pour moi, le rayonnement, la vitalité de Sherbrooke, c'est mon premier dossier. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne le Québec. Comment je peux défendre le Québec en même temps? C'est vraiment... je dirais que c'est égal. Excellent. Excellent. Ben écoutez, on est très content de vous avoir Ça a reçu à notre 1h37, ça a été long, hein? Non, ben c'était intéressant. Tout un bien cuit. Merci beaucoup. Ben, le temps passe rapidement Ouais. en bonne compagnie. C'est ça, exactement. Donc, merci, merci à vous de nous avoir Merci rejoints. beaucoup. Puis, on vous souhaite une très belle journée. Et une bonne campagne. Merci.